Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Ce soir, j'accueille Thomas, Jinx et Danza pour parler pour une table ronde sur aider les joueurs. Alors, le mot est un peu faible parce qu'on va partir dans des directions un peu différentes, je pense. Mais c'est un peu l'idée de se dire que déjà, on peut aider ses joueurs en tant que MJ, mais aussi que les joueurs peuvent s'aider eux-mêmes. En fait, que finalement le jeu de rôle c'est pas juste le bon MJ quoi, c'est aussi peut-être le bon joueur, on va voir. On va voir ce qui va se raconter. Et du coup on va commencer par des présentations en commençant par Thomas. Ouais, donc Thomas, je pratique le JDR depuis, un moment maintenant en tant que joueur et MJ, enfin plusieurs, j'ai 35 ans donc ça fait quand même, au moins 20 ans que je pratique le JDR, même si j'ai eu un gros hiatus d'à peu près une dizaine d'années. Je m'y suis remis il y a pas longtemps en fait, il y a 2-3 ans et en distanciel et en présentiel, les 2. Surtout distanciel en ce moment. Ok, ok. Et pour le sujet dont on va parler, ça peut être intéressant aussi que tu nous dises, t'es surtout MJ Oui, ou pardon. t'es aussi joueur? En ce moment, c'est les 2 à parts égales. Ok, ça C'est marche. on alterne en fait. Ok, ok. Mr. Jinx. Ouais. Et bah moi, donc je m'appelle enfin mon pseudo c'est Mister Jinx, j'ai donc 22 ans. J'ai commencé le jeu de rôle il y a quand même pas mal d'années maintenant, grâce à un pote qui est son père est rôliste, il avait plein de jeux chez lui, enfin bref, c'est idéal quoi pour commencer, je pense. Donc, en présentiel, hein, surtout au départ et puis, avec aventure après j'ai découvert Roll20, ce qui m'a permis d'après de faire des jeux de rôle, du coup à distance. Donc très pratique aussi et puis bon, comme j'étais au lycée, j'avais pas de quoi me déplacer ou quoi, donc c'est vrai que, bah, on a pu continuer à faire des jeux de rôle comme ça, plus souvent, donc c'était très, très bien et donc j'ai commencé en tant que joueur évidemment, enfin évidemment, oui évidemment et donc après voilà, c'est vrai que maintenant, bon c'est il y a la il y a avec le confinement ou quoi, enfin c'est chaud, mais en réalité je fais quand même, souvent du jeu de rôle en présentiel. J'ai une petite campagne en cours là, donc c'est très sympa et ouais maintenant je suis MJ, enfin je fais je masterise des games et ça m'arrive aussi de refaire des parties en tant que joueur, enfin j'alterne vraiment les 2 pour le coup, donc c'est très sympa. Ok, ok, ça marche. Et pour terminer, Danza, du coup, qui a un super setup, on dirait qu'il va faire un unboxing. Je peux en ouvrir un si tu veux. Donc Danza, j'ai 30 ans, je fais du jeu de rôle depuis, 3 ou 4 ans et vu que ces derniers mois, comme je joue qu'en présentiel, c'est un peu light, mes parties, je suis plutôt content de pouvoir passer une soirée à discuter de jeux de rôle, vu que j'ai pas forcément beaucoup l'occasion, en ce moment et ouais, je pense que le sujet, j'ai quelques trucs à dire parce que j'ai eu mon lot de parties qui s'est, assez mal passé. Du coup, je sais, comment, éviter ce genre de désastre. T'as appris à la dure. Oui, après j'exagère un peu, mais ouais, maintenant j'ai 2-3 trucs que j'évite pour passer des bons moments, quoi et pour que tout le monde passe un bon moment autour de la table. Ok, ok, ça marche, impec. Du coup, on va commencer les petites questions. Donc, la première question, ça va être tout simplement pourquoi vous pensez qu'il faut aider les joueurs? Parce que finalement, j'ai envie de dire, dans la plupart des jeux, évidemment, on pourrait dire, si tu arrives sur un jeu complexe, je sais pas, tu joues à un jeu de société expert et tout, c'est toujours bien qu'il y ait quelqu'un qui te l'explique, ou si tu arrives sur, je sais pas, un jeu vidéo compliqué, c'est toujours plus simple quand il y a quelqu'un qui t'explique comment on joue. Mais est-ce que vous pensez que dans le jeu de rôle, il y a une spécificité supplémentaire? Est-ce que c'est difficile d'accès le jeu de rôle et ça nécessite une aide particulière, etc., etc. Donc pourquoi finalement parler d'aider les joueurs, quoi? On va faire le même tour de table pour commencer avant que ce soit le bordel qui arrivera au fur et à mesure, je pense, en commençant par Thomas. OK, donc la 1re raison, pour laquelle je pense qu'il faut aider les joueurs, c'est une raison très personnelle. C'est que moi, je suis de temps en temps MJ et de temps en temps joueur et en fait, je trouve ça difficile d'être joueur. Bon, ça peut paraître paradoxal, mais moi, je suis plus à l'aise en tant que MJ. Je trouve qu'il y a plusieurs choses, qui peuvent être compliquées, quand on est joueur. Après bon, bien sûr, ça dépend du groupe, dans lequel on joue aussi. Il y a des choses, le fait de pouvoir trouver sa place. Pour, des groupes aussi où le roleplay est très, on va dire, très favorisé ou très, encouragé, eh bien, il faut trouver les occasions de le faire. Il faut le faire aussi de la manière la plus amusante et la plus, on va dire, la qui apporte le plus à
à tout le monde, à l'histoire. Donc, c'est des choses, en fait, c'est des réflexions qui me sont venues, enfin, entre guillemets, il y avait une époque, quand je jouais il y a plus longtemps, où j'étais quasi exclusivement MJ. Et en fait, en étant joueur récemment, je me suis rendu compte, heu, en particulier récemment, de certaines, on va dire, difficultés qu'il pouvait y avoir quand on était joueur. Et surtout, je me suis rendu compte, par rapport à la manière dont j'essayais de mener les parties, qu'il y avait des moyens, pour le MJ, mais aussi pour les autres joueurs, c'est vrai, de faire que, l'expérience de chaque joueur est meilleure, en fait. Voilà. Donc c'est plus, on va dire, des difficultés, personnelles en tant que joueur, finalement. Ok, Voilà. ça marche. Je rebondirai après, enfin on parlera plus librement Ouais. après, on va faire le tour de table en entier, donc du coup, Mr. Jinx. C'est vrai que moi, j'aurais tendance un peu à rejoindre Thomas là-dessus parce que moi, pareil, quand j'ai commencé en tant que joueur et bon, même si ma première partie, il me semble que c'était du Nullbuck, donc c'est un univers qui est quand même vachement accessible, donc pour le coup, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai que derrière, quand on m'a initié à Cthulhu, ce genre de choses, bah, j'ai été bien content d'avoir des personnes qui connaissent l'univers, qui m'ont expliqué, les différents monstres, les différentes créatures, tout ça, le système qui était en place et bah, c'est quelque chose qui est vachement important au final pour s'amuser, «enjoy» le «jeu» entre guillemets, voilà, il faut des basiques, on va dire, que tu n'as pas forcément quand tu commences et que du coup, bah, les autres joueurs peuvent t'aider à acquérir ou quoi. Donc c'est vrai que, bah, voilà, je pense que c'est quelque chose de vachement important, parce que j'ai aussi fait expérience plus tard, avec des nouveaux joueurs qui étaient mélangés avec des joueurs, bah, qui avaient déjà joué, pas mal aux jeux de rôle et comme, disait Danta en présentation, j'ai vu des désastres dans mes parties, donc enfin dans des parties d'autres MJ, vraiment des nouveaux joueurs, dans un nouveau groupe qui était complètement, exclu finalement de la table, qui était qui suivait un peu le groupe, qui avait comme s'ils prenaient pas de décision, comme si c'était des pions finalement et bah, c'est vraiment dommage. Toi, tu vois ça de loin, tu sais pas trop quoi faire, bah, voilà, ça tue un peu la partie et tu as vraiment l'impression de jouer avec, bah, quelques joueurs de moins, quoi, donc voilà, il y a vraiment un rôle au niveau des joueurs à faire, pour aider les autres joueurs, les joueurs qui alors soit qui sont débutants, finalement, soit qui découvrent un nouvel univers, ce qui peut être le cas, hein, si vous avez joué toute votre vie à un je sais pas, à Cthulhu, par exemple, et que vous mettez sur Warhammer, bah, voilà, c'est pas évident d'assimiler toutes les enfin, tous les caractéristiques du jeu d'un seul coup. Donc voilà, je pense que les joueurs ont un vrai rôle à faire, vis-à-vis des autres joueurs. Et puis bon, après, on y reviendra, je pense, plus tard dans la table ronde aussi, mais il y a des choses à faire pour que la partie se déroule bien. Et là, c'est pas vraiment une question de nouveaux joueurs ou quoi, c'est vraiment on va dire des basiques de comportement, de roleplay ou de juste, bah, voilà, pour que la partie se déroule bien, il y a des choses à réaliser que les joueurs doivent, à mon sens, réaliser. Et là aussi, bah, c'est important bah, que les joueurs expérimentés, aident ces joueurs-là à adopter les bonnes manières, on va dire, entre guillemets. Danza, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, moi je trouve que c'est quand même assez important d'aider les nouveaux joueurs parce que quand tu as une table et que tu vois que tous les joueurs, ils arrivent à rentrer dedans, ils arrivent à faire le roleplay comme ils veulent, c'est vachement agréable, même si c'est pas ta scène à toi, même si ton personnage à ce moment-là, il est en retrait. Quand tu vois que les autres sont en avant, que l'histoire avance, c'est aussi agréable, je trouve, que quand c'est ton perso et que c'est toi qui mène la partie. J'aime bien quand dans la dynamique autour de la table, tout le monde participe, tout le monde avance et pour que ça se passe comme ça, il faut pas hésiter à donner des conseils aux nouveaux joueurs et tout le monde s'amusera davantage si tout le monde participe. Est-ce que vous trouvez que... là, il y a déjà on a déjà bien ouvert le sujet, vous avez parlé longtemps chacun. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat? C'est que, effectivement, quand on est nouveau, ça peut être en fait impressionnant le jeu de rôle. C'est-à-dire que, comme en plus les gens sont dans leur personnage, ils vont moins interagir directement avec toi. Si par exemple,
tu fais un jeu hyper compliqué, tu vois, tu joues au Monopoly depuis ta naissance, tu n'as rien découvert d'autre, et tu décides de jouer à Game of Thrones, le jeu de plateau, tu vois, ça Ouais, commence à carrément. devenir un petit peu plus complexe. En fait, finalement, tout le monde cède, parce que tout le monde cède, parce que tout le monde veut que ça soit son tour de jouer, et la condition pour que la partie avance, c'est que la personne d'avant ait fini son tour, et puis on t'explique les règles, on t'aide à faire ta stratégie et tout. Bizarrement, alors que c'est un jeu compétitif, c'est ça qui est drôle, les gens s'entraident pour comprendre les règles en général. Dans le jeu de rôle, c'est un peu différent parce qu'une fois que tu arrives, bah, en fait, les gens ils sont dans leur personnage et tout. Et du coup, d'un seul coup, tu as l'impression qu'ils sont un peu inaccessibles. Et que toi, t'es pas avec eux en fait. Et, et, et c'est aussi possible que les joueurs euh, aient une sorte de réticence à venir te parler directement hors roleplay pour te dire bah tu vois là tu peux faire ça 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 parce que ça casse le roleplay, ça casse la partie. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer? Est-ce que vous avez déjà observé ça je- Alors moi, si je peux répondre, je pense que là, quand c'est un nouveau joueur, c'est surtout aux joueurs expérimentés là, de devoir faire un effort pour amener l'action au nouveau joueur, pour lui donner la parole. Parce que si le nouveau joueur suffit qu'il ait un tempérament un peu timide, il va rester passif tout l'après-midi. Il va peut-être s'amuser, mais il s'amusera davantage en participant. Donc là, je pense que c'est vraiment aux joueurs expérimentés et habitués de faire cet effort-là, d'inclure le nouveau à la table dans les actions et dans le scénario. Je suis assez d'accord et je trouve même que, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, Jinx et Thomas, mais c'est Mhm. toujours plus agréable quand c'est les joueurs qui t'aident que quand c'est le MJ. Parce que quand c'est le MJ, d'un seul coup, t'as un peu l'impression, tu vois, que t'es le nulos, tu vois, et genre, il y a l'organisateur qui vient te voir et il fait bah alors Nicolas tu t'amuses pas, tu joues pas avec les autres enfants, tu vois, ça fait un peu ça quoi. Et du coup tu t'es encore plus intimidé. Ouais. Alors moi justement, je rejoins ce qu'a dit, Danza et du coup toi aussi Hugo. Mais j'ai quand même un peu nuancé le truc parce que, j'ai eu l'expérience d'un joueur expérimenté, donc pareil qui donnait des conseils ou quoi, mais qui, comment dire? Guidait le joueur novice, favorablement à sa situation personnelle. Enfin je sais pas comment décrire ça, c'est-à-dire qu'il disait: «Bah, tu devrais peut-être te mettre là, moi ça me Mmh. permettrait de faire ça», tu vois? Par exemple. Et du coup, voilà, ça peut être dangereux aussi, enfin faut faire gaffe à ça, parce que des fois, voilà, enfin, moi, j'ai eu l'exemple, hein, l'expérience d'un joueur qui du coup disait à un nouveau joueur: «Bah, voilà, mets-toi ici, fais ça, enfin, je te conseille de faire ça, comme ça, moi, ça va me permettre de jouer mon jeu à moi», tu vois? Donc, bah, c'est pas le bon comportement à adopter, je pense, mais, c'est quelque chose qui est arrivé, donc faut vraiment faire gaffe à ça aussi, je pense quand Mais tu es bien sûr, voir le truc, ouais. après tu as une différence entre dire au nouveau joueur, «Qu'est-ce que tu as proposé?» et dire au nouveau joueur: «Mais pourquoi ton perso il fait pas telle action?» Ouais, c'est ça, Il y a ouais, vraiment une balance à avoir. ouais. Ouais, c'est complètement ça, ouais. Qu'est-ce que Donc, t'en qu'est-ce que t'en penses toi Thomas? Bah, je suis, globalement d'accord avec ce qui a été dit. Je nuancerais un petit peu, la manière dont tu l'as présenté, Hugo. Quand tu as dit qu'en fait ouais, c'était moins agréable ou enfin, je sais plus quel mot tu as utilisé exactement, mais quand c'était le MJ qui venait te chercher, parce que c'est un peu effectivement, le prof qui récupère Le mouton le noir. retardataire ou je sais pas quoi, le mouton noir un peu, ouais, c'est un peu ça. Mais en fait, je dirais que ça dépend comment tu le fais. Pour moi, tu as un message à adresser à l'ensemble des joueurs sur un message de entre guillemets, on peut dire de bienveillance ou de confiance, je sais pas comment tu peux appeler ça. Et ce message, en fait, la il faut que tu veilles à ce que par exemple, ce nouveau joueur, il l'ait bien reçu, mais ça reste le même pour tout le monde. Moi, je le particulariserai pas. Par exemple, s'il y a une session 0 avec un nouveau joueur, je dis: «Bah, voilà, à cette table, moi, je vous propose qu'on joue comme ci, comme ça». Par exemple, on aime bien, qu'il y ait beaucoup de roleplay, donc on va favoriser le roleplay. Vous serez pas jugés, parce que vous faites du roleplay qui est pas, oufissime, parce qu'on n'est pas des acteurs. Mais c'est un message qui s'adressera à toute la table, si tu veux. Donc j'ai pas trop, voilà, ça dépend comment tu le fais, quoi. Si tu le fais de manière un peu plus subtile, en t'adressant à tout le monde, si tu le fais aussi, en jeu, c'est-à-dire qu'en jeu, ton univers de jeu peut aider le personnage. Là, on parle pas vraiment d'aider le joueur, c'est vrai, on parle plus d'aider le joueur à interpréter son personnage, donc je sais pas comment tu veux appeler ça, mais c'est quelque part une aide roleplay, tu vois? Genre lui donner des points d'accroche dans l'univers, lui donner des défis qui correspondent aux compétences de son personnage, des choses comme ça. Faire en sorte que les PNJ s'adressent pas tout le temps que au groupe, mais aussi à son personnage. Donc voilà, je dirais qu'il y a des manières de le faire qui sont moins, on va dire, stigmatisantes, qui font moins le mouton noir que d'autres, quoi.
C'est ça, je suis d'accord avec ce que tu dis. Déjà, je suis d'accord avec le fait que c'est très différent au début dans la session zéro ou en amont de la partie, rappeler un peu voilà, le contrat qu'il y a autour de la table Ouais. et de venir aider la personne en pleine partie. Et c'est vrai que tu peux aussi le faire de manière plus subtile, effectivement. En fait, c'est surtout ça. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il faut éviter, c'est de renforcer la position un peu victimaire de la personne. Parce que si à chaque fois on vient dire attendez, laissez parler nanana, attendez, laissez parler nanana, si c'est quelqu'un d'introverti, il va être de plus en plus gêné parce qu'on est là en mode. En fait, tu renvoies l'attention de tout le monde vers lui. Alors que si effectivement tu joues plutôt de tes PNJ, tu fais que le PNJ, au lieu de s'adresser au groupe en entier, il va s'adresser à ce personnage-là. Ce genre de choses, ça c'est une manière plus subtile, effectivement. Mais après, je pense que globalement, malgré ça, y a quand même un petit effort qui peut être fait par les autres joueurs plus expérimentés d'essayer de, comme vous disiez, de ne pas dire au joueur le moins actif ce qu'il doit faire, mais lui tendre des perches. En fait, je trouve que c'est le meilleur terme, c'est de tendre des perches. Genre, de poser des questions, ou de lui dire qu'est-ce que t'en penses, genre vraiment des trucs ouverts, et de lui laisser le temps de répondre aussi, parce que des fois, il faut un peu de temps, et puis aussi, je pense, ne pas hésiter à sortir du roleplay un petit peu pour aider, tu vois, ce qui est souvent un réflexe que tu peux perdre en jeu de rôle. Alors que finalement, c'est pas la fin du monde, tu vois, si tu t'arrêtes 2 secondes et tu fais, bah, en fait, c'est comme ça que ça marche, nanana. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Et ce Non, ce mais genre de truc d'aider le joueur hors RP, je trouve, enfin, en ligne, c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'en présentiel. Parce qu'en présentiel, tu peux prendre, pendant qu'il se déroule une scène, tu peux dire à voix basse, au joueur, tu peux lui parler, essayer de lui donner des conseils. Là où en ligne, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, pour un nouveau joueur de prendre la parole. Parce qu'en plus, en ligne, s'il prend la parole, c'est tout le monde s'arrête de parler et tout le monde l'écoute. Et là où c'est peut-être un peu plus stressant alors qu'au cours d'une table, tu peux essayer de lui mâcher le terrain, pendant qu'une scène se déroule, pour lui donner un peu confiance. Et par contre, quand tu disais que, un MJ peut se servir de son univers et de ses PNJ pour mettre en avant le joueur, c'est quelque chose que les joueurs eux-mêmes ne peuvent pas faire. Comment ça? Beh, quand tu dis, tu accroches le nouveau joueur avec un PNJ qui va aller lui parler, avec, quelque chose qui va se dérouler, le MJ peut faire ça, mais, le joueur lui, ça va être compliqué, en restant dans le RP, de dire stop à un joueur, trop entreprenant pour laisser sa place aux nouveaux joueurs pour qu'ils puissent s'exprimer. Enfin, je trouve ça plus compliqué, moi. Moi, je trouve que c'est possible. Genre, mettons, on va utiliser les classiques. Tu joues à Donjons et Dragons, t'as toujours le même mec qui prend toutes les décisions, à la limite, il consulte son meilleur pote. Et t'as le 3, genre, mettons, c'est le guerrier et le barde, tu vois, j'en sais rien. Puis là, ils sont dans un endroit, j'en sais rien, ils sont dans un temple. Je sais pas, tu peux parfaitement tendre une perche en disant, tiens, enfin, de manière plus roleplay que ça, mais tu vas t'adresser au prêtre avec ton personnage, tu vas faire qu'est-ce que vous pensez de les écritures sur le mur, etc. Vous qui avez des connaissances cléricales, j'en sais rien, tu vois. C'est sûr que c'est un petit peu moins évident. Ouais, ouais, ouais. Tu peux pas. Enfin, et encore, ça dépend des jeux auxquels tu joues. C'est encore ça aussi le truc. Ouais. Parce que là, j'ai pris Donjons et Dragons, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Tu as des jeux où tu peux faire émerger des choses. Tu peux inventer des événements, enfin, des trucs du décor et tout. Bah, tu peux essayer d'intégrer le joueur via ça. Mais c'est vrai que le MJ, il Il a a, plus d'outils. il a un petit peu plus de prise là-dessus, effectivement. J'avais pas hésité à freiner les ardeurs d'un joueur qui est trop en avant. c'est toujours compliqué en tant que joueur de freiner les ententes d'un joueur voilà, qui l'ouvre un peu trop. Alors non, mais je parle pas de par rapport à son personnage, mais comme je disais tout à l'heure, lui dire, «Mais pourquoi ton personnage fait pas ça?» Ah oui, ça, ouais. Ça, c'est pas normal par contre. Enfin moi, Ah pour mais moi, ça, c'est pas normal. complètement, ouais. Ah ouais, Voilà. ouais, Mais c'est ça, clair. bah, pour d'autres joueurs, il peut lui faire remarquer, enfin, en tout cas, il peut prendre la parole devant et de manière un peu plus subtile ou en tout cas voilà, essayer de jouer avec lui. Mais pour lui-même, enfin, en tout cas pour le joueur qui est en retrait, c'est très compliqué pour lui voilà, de s'imposer, tout seul, enfin, tu vois? Naturellement, un joueur voilà, qui est introverti ou quoi, il va rester en arrière, Ouais. il va pas forcément, saisir les perches que les autres lui tendent. Donc là, après, peut-être que là, c'est le rôle aussi du MJ vraiment quand ça dérape, enfin, quand vraiment il y a un joueur qui est vraiment, qui parle trop ou enfin, voilà, qui
c'est même plus du guide, enfin j'allais dire du guidage, mais c'est même plus du guidage. C'est voilà, il joue. En fait, il a deux joueurs, quoi. Il a deux personnages. Euh, Là, c'est vrai. Là, je pense que c'est vrai aussi au MJ de réagir plus que les joueurs en soi, parce que voilà, les joueurs, à part eux, tentent d'autres perches aux joueurs en question. C'est vrai que c'est plutôt compliqué pour eux de vraiment d'agir. Alors, ça dépend des situations. Hein, c'est vrai que j'en ai pas forcément en tête, mais en pratique, ça reste compliqué quand même. Ouais, si je peux réagir à ça, je pense que effectivement, si on parlait du côté où le nouveau joueur, le cas où le nouveau joueur est plus en retrait, effectivement, les autres joueurs, ils ont un peu les mêmes outils que le MJ finalement. C'est-à-dire, ils peuvent aller fournir des accroches au personnage sur ses compétences, voilà, comme tu disais Hugo, Leclerc, ah, toi, tu sais lire ça, ou des choses comme ça, ou je sais pas, exprimer peut-être leur gratitude pour quelque chose qu'il a fait, des tas de choses comme ça, pour lui laisser la place et de laisser réagir, laisser parler. Effectivement, pour les gens qui se mettent pour le problème inverse, finalement, c'est un peu plus compliqué pour les joueurs parce que tous les joueurs, ils vont avoir tendance. Quelque part, c'est une situation un peu, on va dire, conflictuelle. C'est quelque part il y a un joueur qui prend un peu la domination sur plusieurs personnages. Et ce genre de situation, les joueurs dans leur ensemble vont avoir tendance à attendre que le MJ arbitre. Alors, j'imagine ça dépend de la dynamique des groupes. Il peut y avoir des groupes où les joueurs sont très s'auto-régulent fortement, peut-être c'est peut-être eux qui vont entre guillemets faire remarquer à ce joueur-là qu'il a un comportement qui leur plaît pas ou quoi. Mais enfin, la règle générale dans les parties que j'ai vues quand même, c'est que les gens, s'il y a un problème, ils attendent un peu que le MJ prenne la parole et fasse l'arbitrage quand même. Et pour rebondir, Je vous rejoins plutôt là-dessus. quand les joueurs qui dominent justement, un peu les autres joueurs, mènent la partie en plus, tu vois. Parce que du coup, le MJ a tendance à Ouais. laisser jouer parce que c'est lui qui va faire avancer les scènes. Et du coup, voilà, c'est aussi compliqué. Enfin, c'est des situations qui rentrent en conflit et c'est difficile aussi pour le MJ, je pense. Effectivement, parce que surtout que, en fait, un joueur dominant, c'est pas un mauvais joueur non plus. C'est juste que, bon, on va pas partir dans des délires sociologiques, des profils de personnalité et tout, mais c'est juste sa façon d'être. Les torts sont partagés, j'ai envie de dire. C'est ça qui est compliqué, mais c'est sûr que c'est tout comme il est difficile de faire entendre à quelqu'un de timide « Ah, tu devrais aller t'exprimer un petit peu plus, etc. » C'est tout aussi difficile de faire comprendre à un mec qui a tendance à prendre beaucoup de place, prend un peu moins de place, parce que lui aussi, il peut non seulement se sentir vexé qu'on lui dise ça, tout comme, je pense, se sentir mal à l'aise. Parce que peut-être que lui-même n'était pas conscient qu'il prenait autant de place. Donc c'est des situations assez compliquées. Et effectivement, je pense que il y a une part d'autorégulation et qui arrive via les affinités. C'est un peu difficile à définir et plus tu joues avec des gens, plus ça va fonctionner. Ah oui, peut-être que le nouveau joueur arrive à une table où il y a déjà une dynamique de groupe, ou dans cette dynamique, il y a un joueur qui est en avant et que ça se passe très bien avec les autres. Et du coup, c'est difficile de s'intégrer quand il y a dans un groupe où il y a déjà une dynamique. Et je pense si on prend ton exemple de Donjons et Dragons, là où je pense que le meneur aussi a plein d'outils à faire, c'est, par exemple dans Donjons et Dragons, il y a tellement de classes, il faut que le meneur, mette une ou plusieurs situations où le nouveau personnage puisse se mettre en avant. Si le nouveau personnage, c'est un voleur, il faudrait qu'il y ait une porte à crocheter. Si, c'est un healer, il faudrait qu'il y ait quelqu'un de blessé, quelque chose comme ça. Je pense là, c'est un bon moyen, pour que le joueur de lui-même ait envie de se mettre en avant. Effectivement. Est-ce que je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite, j'avais proposé une technique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui a bien marché. Alors, c'était pas spécialement voulu, c'est plus une observation a posteriori. C'est pas genre j'avais fait ça en mode je fais une expérience sociale. C'est dans des parties où il y avait un chef qui était désigné dans le roleplay. Ça veut dire que ça fait partie de la fiction. C'est-à-dire, par exemple, on joue un équipage de vaisseau. Il y a un capitaine, et ben dans ces parties-là, en général, tout le monde participait plus parce que celui qui avait un peu le rôle dans le roleplay de capitaine, il devenait le référent et les gens s'attendaient moins à ce que le MJ arbitre les décisions de groupe. D'un seul coup, c'était le groupe qui reprenait le contrôle en entier, qui se consultait plus, etc. Parce qu'il y avait cette sorte finalement de dynamique où on n'est pas juste sur du truc... vous êtes trois pecnos qui savent pas trop ce qu'ils font ensemble et il faut prendre des décisions, quoi. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Est-ce que vous pensez que ça peut être une technique j'en sais rien.
Moi, j'aime beaucoup la dynamique de groupe quand il y a un chef, mais ça, c'est une raison purement personnelle parce que, moi, j'adore jouer des petits cons. Je joue jamais les chefs, j'adore jouer des petits cons et du coup, dès qu'il y a un chef, moi, je vais toujours le faire chier, je vais toujours aller, gentiment, je vais jamais pourrir une table, mais mon personnage va toujours être le petit insolent, qui va fâcher le capitaine et là, ça va amener des situations un peu débiles, un peu marrantes que s'il y a pas de hiérarchie, c'est difficile à avoir. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup quand il y a des dynamiques de groupe avec un capitaine, ouais. Ça me plaît. Ouais, si je peux juste rebondir là-dessus, enfin, sur ce que tu as dit, Densa, c'est un cas particulier effectivement de ce dont je voulais parler. C'est effectivement quand tu as, une organisation qui est préexistante, en fait, au groupe de personnages. Bah, ça, c'est un des trucs qui est alors c'est pas vraiment le MJ, je sais pas, c'est tous ensemble puisqu'on décide au début de si on veut faire une équipe organisée ou pas. Parfois, c'est le jeu aussi qui l'exige. Par exemple, bon, je sais pas ce qu'il en est pour les nouvelles versions de Delta Green, mais je pense à l'ancien Delta Green où on jouait des cellules, de 3 personnes qui étaient organisées et cetera. Ou, par exemple des jeux comme, Fading Suns où on joue, souvent un noble et sa suite, donc le noble, c'est en général le chef du groupe et dans ces jeux-là, c'est effectivement quand même plus facile les retours que j'ai eu des joueurs ou moi même quand j'ai été joueur c'est que c'est plus facile d'interpréter son personnage, parce qu'il a déjà un rôle défini et non seulement son rôle est défini, mais ses relations aux autres sont définies aussi. Donc en fait, ça facilite son roleplay, ça facilite le roleplay entre joueurs et même l'exemple que tu donnes, voilà, tu vas avoir un chef, un rebelle, donc quelque part on est dans des rôles, tu vois? Ça va donner des idées à chacun d'entre vous pour vos interactions. Donc ouais, ça c'est un truc qui facilite. Après, c'est quelque chose qui peut être vu parfois par les joueurs comme, leur laissant moins de liberté sur le personnage qu'ils peuvent interpréter, quoi. Voilà, mais moi j'aime bien, en fait. Moi j'aime pas, en fait, je préfère qu'on m'impose quelque part en tant que joueur, je parle en tant que joueur, en tant que MJ, c'est autre chose. En tant que joueur, je préfère qu'on m'impose un personnage qui va avoir une place dans la partie, la campagne, l'univers et avoir un rôle, qui est facile à interpréter, où il va avoir des compétences actionnables, il va avoir des relations actionnables et cetera. Plutôt qu'avoir une liberté totale dans la création de mon personnage et avoir un personnage qui va pas qui va avoir du mal à créer des relations, qui va avoir du mal à faire ce roleplay, qui va pas avoir des compétences adaptées aux challenges qu'il y a dans l'histoire, et cetera. T'as un truc à dire là-dessus, Mr. Ouais. Jinx? Ouais, je rebondirais bien là-dessus parce que moi, je pense qu'il y a aussi le background qui rentre en compte, voilà, des personnages qui sont créés, si tes joueurs créent un background et s'ils ont de l'imagination, ça peut faire vraiment des trucs intéressants et moi, je sais que dans un jeu de rôle, là, où on joue, il y a alors c'est un univers assez particulier, il y a 2 races, majeures, enfin intelligentes et voilà, mes joueurs ont chacun enfin, ils ont choisi l'une ou l'autre et du coup, il y a des petites blagues qui arrivent en fonction des races, voilà, c'est des trucs bon, c'est pas je vous rassure, c'est pas c'est pas méchant ou quoi, mais du coup, voilà, tu peux toujours créer des liens ou enfin, voilà, avec l'imagination, tu peux toujours créer des liens, sans forcément avoir une hiérarchie et bah, ça dépend aussi comment tu lances ta session. Alors moi, il y a une technique qui est pas trop mal, que j'avais bien aimée, c'est, quand tu veux faire une campagne typiquement, tu fais un petit préquel, une session, un one shot qui se passe, je sais pas, 1 ou 2 ans avant et où là, tu vas faire jouer une action, qui va probablement déterminer la suite de la campagne, enfin, que tu lanceras plus tard, mais qui va créer du contenu pour tes joueurs qui vont jouer, ce personnage-là, bah, il y a 2 ans avant, quoi et du coup, quand tu arrives sur la campagne et bah, ils ont déjà quelques scènes, ils ont déjà, bah, voilà, joué ensemble donc ils ont des éléments à se raccrocher au niveau du passé, qui peuvent ressortir dans la campagne, finalement. Il y a plein de petits trucs comme ça intéressants, pour, inciter les joueurs à être roleplay à ce niveau-là. Hem, mais enfin, voilà, quoi, tout simplement, il y a pas enfin, voilà, je pense pas qu'il y a que la hiérarchie, puis il y a aussi le fait de comment est-ce que tu lances ta partie? Est-ce que tu lances ta partie, avec les gens, ils se connaissent pas, enfin les personnages, je veux dire, ne se connaissent pas, ils se Ouais. rencontrent ou alors est-ce que ils ont déjà une mission, bah, typiquement, je reprends un exemple là de ma campagne, voilà, ils étaient dans l'armée, ils ont une mission à faire et du coup, la campagne commence, vraiment comme ça, in medias res où voilà, ils sont déjà ensemble depuis 1 an et donc voilà, les joueurs naturellement vont avoir des liens entre eux après, je conçois que c'est pas évident pour tout le monde, parce que ça demande quand même un gros travail, derrière d'imagination et d'interprétation aussi, mais c'est quelque chose qui marche très, très bien quand, bah, voilà, quand les joueurs se prêtent au jeu. Donc ouais, moi je recommanderais ça pour le coup. Enfin,
Puis voilà, le côté du préquel, enfin, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire. C'est vraiment quelque chose d'intéressant puisque, du coup, notamment, les joueurs ont vraiment enfin, ils voient l'impact qu'a eu cette, session dans la campagne ensuite puisque, bah, voilà, c'est une mission, par exemple, qui a eu un vrai impact, je sais pas, la décision d'une bataille finale ou je sais pas, voilà, enfin, ce genre de trucs et ouais, moi, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup, Ah, bah, moi, je le fais quasiment dans toutes les campagnes que j'ai faites récemment, le préquel. En fait, c'est vrai que oui, le truc du chef, moi, je le voyais plus, en fait, le truc du chef comme un truc utile pour justement si t'as pas le temps de faire ça. En fait, si par exemple, parce que là, c'est plus dans le préquel ou genre créer des relations, etc. C'est plus dans un délire, tu fais une session zéro, tu prépares un truc, c'est un peu ambitieux. Le truc du chef, c'est cool, genre pour un one-shot, t'essaies d'intégrer quelqu'un, etc. Mais Ah encore, effectivement, en fait, tu peux très bien avoir d'autres relations qui sont créées. En fait, je pense que la clé, c'est d'avoir un peu des relations euh, où les joueurs consentent à chacun à ce que leur personnage ait cette relation. Par exemple, il y a un joueur qui dit bah, est-ce que ça te dit que mon personnage il soit un peu chiant avec le tien? Et l'autre, il va dire ah bah d'accord, ok. Parce qu'en fait, ça va pouvoir permettre de mettre ces conflits, mais qu'ils soient bon enfant et qu'ils fassent partie du jeu et que ça enlève le doute entre est-ce que c'est le joueur qui essaye d'embêter l'autre joueur ou est-ce que c'est vraiment les personnages? C'est clair, tu vois, là, c'est défini. Et d'ailleurs, je vous propose peut-être de faire un tour de table. Est-ce que, pour déjà débroussailler un peu le terrain, est-ce que vous avez comme ça, donc toi tu as parlé du préquel, mais tu as peut-être autre chose. ouais, Est-ce que c'est vous avez des tips pour avoir une bonne dynamique de Ok. groupe en gros? Choisir ses joueurs. Vas-y, je développe. Moi, il y a un joueur dans mon club que je connaissais pas du tout, où Kevin, si tu regardes ça, où il y a eu des parties où on s'est insultés, mais nos personnages se sont insultés, nos personnages se sont criés dessus, mais vraiment, on hurlait dans la salle. Et quand la dispute est finie, que la scène elle passe, où on se regarde, on fait putain, c'était bien et tout. Et là, on est super content. Et je sais et j'ai déjà eu des personnes où quand je jouais un rôle de chef dans une escouade, où j'ai engueulé enfin, mon personnage a engueulé un personnage parce qu'il a pas suivi un ordre, et ben le joueur l'a mal pris, personnellement. Et c'est pour ça que je pense que, une fois qu'on a vraiment joué avec plusieurs personnes, faut pas hésiter à choisir les groupes avec lesquels on joue, heu, se mettre en avant pour que ces mêmes joueurs, heu trouvent ta présence agréable aussi, parce que ça marche dans les 2 sens, et vraiment trouver un groupe, comment dire? Un groupe régulier avec qui jouer, et je pense que c'est là où les parties elles peuvent être les mieux parce on connaît la dynamique de groupe, on n'a plus à se demander: «Mais si je fais ça, est-ce que ça va gêner la personne? Est-ce que ça, il risque de mal le prendre?» Non, à partir du moment où tu fais plusieurs parties avec les mêmes joueurs, tu sais jusqu'où tu peux aller, tu connais entre guillemets «tes limites», et c'est là où tu peux vraiment te lâcher et vraiment profiter du jeu, du roleplay, de ton personnage à fond. Même si je sais très bien qu'au début, c'est difficile de choisir tes joueurs quand on est nouveau, ou alors il se peut que, dans ton groupe, il y a que eux et du coup, tu as pas vraiment le choix. Mais si on peut, faut pas hésiter à, comme je disais au début, à refuser des parties si on sait qu'on va pas s'amuser, et à se réserver pour des sessions, avec des gens avec qui on aime bien jouer. Mhm. En fait, c'est ça, c'est trouver, je suis assez d'accord, c'est trouver l'équilibre entre faire des concessions et jouer comme on a envie. Parce que Ah, c'est tu, ça, tu fais bien sûr. toujours des concessions, tu vois, enfin, Oui, c'est oui. c'est une activité sociale, tu vois, c'est une Ah oui, bien discussion. sûr, bien sûr. Mais effectivement, en fait, il faut faire des tests, il faut faire des essais. Faut pas s'arrêter à la première frustration non plus, parce que sinon tu vas pas jouer avec grand monde. C'est un équilibre à trouver, effectivement. Ouais. Et du coup, est-ce que, je sais, enfin, je sais que j'ai dit qu'on allait faire un tour de table et que vous allez chacun dire vos trucs, mais on va changement de programme. Euh, Est-ce que vous avez, Mr. Jinx ou Thomas, des conseils pour aborder une première partie avec des gens qu'on connaît pas? Pour le coup, dans justement les circonstances où je peux pas choisir mes joueurs. En tout cas, je les connais pas encore. Donc, quelle position vous adopteriez, vous, en tant que joueur, dans ce genre de circonstances? alors si En tant que joueur? je te laisse, Bah,
En tant que joueur ou MJ? Ça peut être Mr. Jinx qui. Enfin, comme vous voulez, il y a l'un qui peut faire MJ, l'autre joueur. Vas-y. Peut-être que Mr. Jinx, ça va te permettre Vas-y, d'aborder ce que tu disais sur les devoirs des joueurs un petit peu, je sais pas. Bah, moi, je peux, enfin, pour le coup, là, c'est vrai que enfin, les deux points de vue me semblent justes. Donc, Oui. enfin, je veux dire, le côté joueur, le côté MJ, ils ont leur rôle à faire. Après, alors, si je dois défendre le côté joueur, je dirais que en tant que joueur, enfin, si vraiment je connaissais pas les autres joueurs et que ce serait un one shot, parce que bon, en général, quand tu connais pas les autres joueurs, tu commences sur un one shot, bon, a priori. Donc, tu as des personnages qui sont probablement pré-tirés, je sais pas. Bah, j'essaierais de créer une sorte de mini background, en tout cas de lier mon personnage avec ceux des autres. Donc en essayant de retracer le background de chacun, voilà, de voir s'il n'y a pas des activités qui, dans le passé du personnage, auraient pu avoir lieu avec un autre personnage ou quoi. Euh, ouais, moi, je sais que c'est un truc voilà, qui peut être intéressant. Alors, excuse, Maintenant, je au niveau t'interromps. du... Je t'interromps. Du coup, ça, tu le ferais comment? Mettons, c'est un one shot, t'arrives, tu dis, ça vous dit les gars qu'on essaye un peu de se dire qui on est et qu'on se relie, ou alors tu demandes au MJ, tu lui poses des questions depuis quand on se connaît, comment tu fais ça? Alors, en tant que joueur, ouais, moi, j'avoue que alors tu demandes toujours à MJ si tu as le droit de faire ça, mais oui, moi, j'essaierais de créer du lien entre les personnages, bah, voilà, c'est toujours important. En tant qu'MJ, par contre, heu, je dirais clairement: «Faites ce que vous voulez, imaginez des relations, imaginez des» enfin, je sais pas, pourquoi pas, genre un parent qui aurait tel lien dans l'univers ou quoi, heu et du coup, moi, je prends ou je prends pas, tu vois? En tant qu'MJ. Et je sais que c'est ce que j'ai fait. Alors c'était pas pour un one shot, mais pour une campagne. Et c'est super parce que ça donne des idées, ça te permet toi derrière de créer d'autres liens, d'incorporer justement des situations que tes joueurs t'ont décrits dans l'histoire. Et je trouve ça vraiment cool. Maintenant, voilà, c'est vrai que bon, en tant que joueur, ça va dépendre du MJ, ça va dépendre du jeu. Est-ce que ton personnage pré-tiré est complètement, bloqué et tu pas voilà, tu pas le choix, tu es obligé voilà, de jouer avec ce que tu as et ça se trouve, il y a déjà des liens préexistants? Ou alors est-ce que tu es un peu plus libre? Et dans ce cas, tu vas essayer de chercher, enfin, moi j'essaierai de chercher justement à alors je sais que pour l'exemple, typiquement, on avait fait un jeu de rôle donc, alors je sais, heu, Les Contrées du Rêve, il me semble, si je dis pas de conneries. Et où en fait, avec un joueur, je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai joué ta petite sœur», tout simplement. C'est qu'il jouait un personnage et je lui dis: «Bah, moi, je vais être ta petite sœur», tu vois? Et c'était pas prévu du tout à la base. Et au final, dans la partie, ça a créé des liens entre nous, on était très, très liés parce que j'étais sa petite sœur, du coup, elle me protégeait, machin, bon bref. Et ça, c'est des trucs que je trouve vraiment cool, quoi, qui sont pas forcément prévus, qui changent pas dramatiquement, enfin, qui changent pas l'histoire en soi et ça apporte des trucs assez ouf, quoi. Donc ouais, ça enfin, voilà. Moi, j'essaierais d'aller dans ce sens-là, essayer de créer du lien, avec ce que tu as sous la main. Et mais c'est vrai qu'en tant que bah, après quand tu es MJ, je pense qu'il faut vraiment laisser les joueurs imaginer. Parce que bon, il y en a qui ont pas d'imagination, qui causent pas ou faire quoi, mais quand il y a des joueurs qui ont l'imagination, il faut vraiment je pense les laisser faire. Et à toi après en tant qu'MJ de dire: «Ouais, ça c'est pas mal, ça me plaît, je vais utiliser ça» ou «Ça non, ça rentre pas dans le jeu, enfin dans l'univers ou quoi». Pas hésiter à bricoler un peu. Alors, je pense que quand t'es. Mettons, t'arrives en convention, tu vois. T'arrives dans un événement, tu t'es inscrit à une partie de jeu de rôle, tu connais personne et t'as jamais fait de jeu de rôle. Je pense que toi, il y a très peu de chances que t'aies le réflexe d'arriver et faire. Bon, les gars, on fait comment? Toi, t'es ma sœur? Ok, c'est parti. Mais c'est vrai que généralement, dans ces parties-là, tu vois, il n'y a pas forcément beaucoup de liens, tu vois, entre les personnages. On te dit plus quel archétype tu veux jouer, parce que voilà. Et en fait, si t'es un joueur expérimenté, pour mettre tout le monde à l'aise, justement, ça peut être un bon réflexe si le MJ ne le fait pas, le MJ qui organise le truc dans la convention, bah, de dire, ça vous dit genre, on se dit juste genre un petit peu nos relations vite fait avant de commencer à jouer, et en général le MJ, puisque dans les archétypes il n'y a pas de relation prédéfinie, ça va rien changer pour lui, tu vois, il va pas être là et faire ah non vous pouvez pas faire ça, tu vois. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée pour mettre à l'aise les autres joueurs si on est expérimenté, je pense, de leur proposer de clarifier quelques trucs. On va aborder un nouveau sujet qui clive les foules, un sujet politique, j'ai envie de dire presque. Euh, absolument Aïe, pas. aïe, aïe. Euh, Là, on a parlé beaucoup de aider les joueurs, donc c'est-à-dire en tant que joueur aider un joueur, en tant que MJ aider un joueur, etc. Maintenant, on pourrait parler un petit peu de conseils aux joueurs, c'est-à-dire des conseils aux joueurs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour plus vous amuser, ce qui est
extrêmement difficile comme question, puisqu'on s'amuse tous un peu de manière différente, mais il y a peut-être quand même des pistes à explorer. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas empêcher justement les autres de s'amuser, pour que la dynamique de table fonctionne bien. Comme je sais qu'il y a des avis un peu... on en a discuté un petit peu en amont de la table ronde, je propose qu'on commence par celui qui a proposé cette idée, Jinx, ensuite Danza, et ensuite Thomas, si ça vous va. Donc, je dirais que pour que tout le monde s'amuse correctement autour de la table, déjà, il faut aller dans le sens de la partie. Donc ça va aussi concerner le maître du jeu, parce que lui aussi, quand il joue, il a envie de prendre du plaisir. Et il n'a pas envie que ses joueurs passent leur temps à ne pas faire avancer l'intrigue. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire en tant que joueur. C'est toujours garder dans un coin de sa tête. Donc bien sûr, il peut y avoir on peut ralentir le rythme de la partie ou quoi, mais toujours garder dans un coin de la tête qu'il y a une intrigue, que si vous êtes pas là par hasard ou quoi, vous jouez des personnages, vous avez un rôle probablement, vous avez une histoire et vous avez peut-être une mission. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est important, donc là c'est joueur et MJ, hein, voilà, de toujours penser à qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'histoire continue d'avancer correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas perdre trop de temps, parce qu'on peut toujours perdre un petit peu de temps sur des trucs assez drôles, mais ne pas perdre trop de temps sur des choses, je vais pas dire inutiles parce que le mot est trop fort, mais des, des choses qui ont peut-être moins d'intérêt. Par exemple, bon, moi j'ai fait une partie où justement il y avait des joueurs qui. Donc il y a une intrigue très classique, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais où voilà, il y avait mes joueurs qui s'amusaient entre eux comme une sorte de running gag, à faire des blagues entre eux ou quoi. Et alors ça le fait, hein, c'est très bien, c'est des petites blagues ou quoi, les gens, enfin en plus c'était des blagues par rapport au personnage, donc vraiment en roleplay. Mais quand c'est toute la partie, vraiment tout le temps, à chaque fin de phrase, ça ralentit considérablement le rythme et ça coupe le jeu, quoi. Donc parallèlement à ça, qu'est-ce qu'il faut éviter en tant que joueur? C'est l'entêtement. Ça, je pense que c'est un truc qui est quand même vachement important, en tout cas pour moi. S'entêter à faire quelque chose. Alors, des fois c'est légitime. Correspond quand c'est pour une quête personnelle du personnage, enfin quelque chose qui est en lien avec le personnage, c'est légitime de vouloir accomplir sa quête personnelle. Mais des fois, c'est des entêtements idiots. Je pense typiquement, je sais pas, il y a des gardes dans une cour de château. Il y en a un qui a une épée assez jolie. Voilà. Et là, Je vois parfaitement le genre de scène. et là, les joueurs engagent le combat, donc tout se passe bien. Voilà, les joueurs, ils commencent à battre quelques gardes. Sauf que le garde qui a l'épée jolie, lui, il voit que ça se passe mal pour ses compagnons, il va partir, il va fuir la ville. Qu'est-ce que va faire le joueur entêté? Il fait ah non, moi je veux l'épée. Donc il va essayer de courser le garde, il va essayer de le retrouver. Et puis voilà, c'est des choses. Ça peut le faire, ça peut être légitime ou quoi, hein, bien entendu. Mais voilà, il faut savoir aussi se dire, est-ce que des fois, est-ce que vraiment il faut continuer à aller après 7 ou 8 tours de table, et donc là il a pris dans la ruelle de gauche, est-ce que je suis encore, enfin bon, voilà, c'est des situations comme ça qu'il faut, je pense, faire attention. Et donc là, après, le conseil que là je donnerais aux joueurs, du coup, pour que la partie se passe bien et pour que la partie soit intéressante aussi, c'est toujours poser des questions sur les descriptions. Un MJ, il va avoir sa propre image en tête de comment il va décrire ses lieux ou quoi. Et en tant que joueur, on va s'imaginer tous une scène différente de ce qu'il a décrit. Je pense que si le MJ décrit une pièce, là c'est bien toujours de demander à ok, mais est-ce que sur le meuble il y a telle chose? Est-ce que il y a combien de tiroirs? Et là, le MJ, soit il a prévu, soit il n'a pas prévu. S'il n'a pas prévu, il improvise. Et du coup, ça peut donner des situations très intéressantes pour les joueurs qui peuvent saisir ou pas. Et donc ça, c'est des choses pareilles qui rendent la partie plus intéressante, qui créent des opportunités pour les joueurs. Et voilà, je trouve ça aussi intéressant à aborder. Ok, c'est très intéressant. On va faire le tour de table entier. J'ai noté des trucs que je dirai après parce que sinon je vais les oublier. Beaucoup de choses, Danza. Alors moi, avant de répondre, j'aimerais juste rebondir sur ton exemple de description avec les meubles. Je pense que aussi, au lieu de demander combien il y a de tiroirs, combien il y a de meubles, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce,
Si le MJ te dit par exemple que vous vous trouvez dans une cuisine, au lieu de lui demander: «Est-ce qu'il y a un couteau dans la cuisine ou est-ce que je peux le prendre?», dire directement: «Je prends un couteau». Si c'est cohérent, si le fait qu'il y ait un tel objet dans cette pièce, c'est cohérent, pas forcément demander si cet objet existe. Si le MJ te dit: «Vous vous trouvez dans une cuisine», je pense qu'il a quand même prévu qu'il y a des couteaux, des ustensiles de cuisine, ce genre de trucs. Sinon il te l'aurait précisé en avant, je pense. Donc afin d'améliorer la fluidité, il faut juste, dire: «Je prends ça». Même si, parce que si le MJ doit te décrire la liste d'objets qui est dans la pièce, ça va perdre en fluidité, je trouve ça va un peu ralentir le mouvement et ça serait dommage. Et pour en revenir à ce que je dirais aux joueurs, je pense que ça serait doser. Si ce que tu veux faire, c'est pas pour aller à l'encontre du groupe, si tu te dis: «Je vais aller par là, ce type pour avoir des informations», si tu joues un voleur, tu dis: «Beh, moi je suis un voleur, ben je vais voler ça». Faut pas hésiter. Faut s'amuser ou si tu as un plan pour régler ta situation, même si tu penses que ça peut tourner ridicule, c'est pas forcément grave parce que si ça réussit, ça peut être très chouette, si ça tourne au ridicule, ça peut être très drôle. Donc l'un ou l'autre, je pense que c'est un point positif pour la partie. Et si, tu as une bonne idée, tu as un bon plan et que tu es un nouveau joueur, généralement, les joueurs autour de la table et le MJ, ils vont pousser pour aller dans ton sens et tu verras que tu auras un bon sentiment quand tu verras que le groupe est avec toi dans ton idée qu'au début tu pensais, stupide ou loufoque. Donc faut pas hésiter à proposer des trucs. Même si tu as du mal au début, si tu as la moindre petite idée, tu la balances. Ça se réglera sur un jet de dés ou pas, mais au moins tu as fait ton truc et si tu rates ton jet de dés, ton perso il se casse la gueule, c'est marrant, mais au moins tu as avancé, quoi. Je rebondis vite fait là-dessus. Ça, effectivement, je pense que c'est cool et ça fait plaisir à tout le monde quand. En fait, des fois, c'est même gênant pour les autres de voir quelqu'un qui est pas très actif. Donc, si vous êtes OK. sur la réserve alors que vous vous sentez que vous en avez sous le pied et qu'en fait, enfin, si vous n'êtes pas genre timide, maladif, faut y aller quand même, quoi. Euh, et si vous êtes un petit peu plus, vous avez un peu plus de mal à faire ce que tu dis, à dire je fais ça, je fais ça, je fais ça, pas hésiter à demander de l'aide, etc. Mais je vais terminer le tour de table avec Thomas. Donc il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites et globalement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je suis un peu plus réservé par l'idée même de donner des conseils, en fait, aux joueurs, parce que là, on parlait aussi beaucoup de conseils, sur l'attitude, il faut prendre leur conseiller de prendre des initiatives, d'oser et cetera. C'est quelque chose qui est bien, je pense que c'est bien de faire ça en tant que joueur. Après, je pense que je suis plus dans une approche alors, qui peut être critiquable, hein, où le MJ va se mettre, vraiment, dans un rôle d'animateur et être au servir de la table et plutôt créer, en fait, les conditions qui vont permettre aux gens de prendre ces initiatives et d'oser, en fait. Plutôt que de leur dire directement, «Tu devrais jouer ton personnage en essayant d'oser» et cetera. Là, en disant ça, je sais que je caricature un peu ton propos, Danza. Je sais que c'est pas Ah non, exactement mais ça ce que y tu a as pas de dit, problème. d'accord, mais c'est pour, donc ça c'est une chose. Donc le tips là-dessus, c'est quoi? Bah, c'est déjà de laisser la place, aux joueurs de s'exprimer et ensuite, bah, ouais, de les accrocher avec certains trucs qui peuvent utiliser ou pas et effectivement, ça peut être aussi de leur dire, heu, comme une sorte de règle générale, s'il y a des éléments, heu, qui vous semblent raisonnables, tu parlais des couteaux dans la cuisine. Bon, ben voilà, si vous me dites que vous les utilisez, il y aura normalement pas de souci, quoi. Être au préalable un peu d'accord sur ces systèmes-là, qui peuvent aussi se créer organiquement au fur et à mesure de la partie. Donc ça, c'est une première chose et l'autre chose, c'est que, à la limite, si je donnais vraiment un conseil à un joueur sur que faire pendant la partie, c'est de se regarder un peu jouer, je sais pas comment expliquer ça et de se dire: «OK, essaie de réfléchir que c'est quoi les moments où, en fait, tu t'es vraiment amusé? Les moments où tu t'es ennuyé et d'essayer de comprendre ce qui a fait que tu t'es amusé ou ennuyé et ça, quand tout le monde arrive à faire ça et à en parler, après on fait des parties monstrueuses parce qu'on sait enfin vraiment tout le monde sait ce qu'il faut éviter ou ou favoriser, en fait et ça, c'est vraiment un truc que je trouve pas mal. Parce que il y a des trucs en groupe qui se passent qui sont assez bizarres, où individuellement, les gens n'aiment pas faire certains trucs, il y a un truc qui les ennuie, mais en groupe, ça va apparaître. Ils vont le faire. Je parle notamment un truc que j'ai vu, beaucoup, dans des parties quand j'étais plus jeune, c'est, de faire beaucoup de discussions, de plans. Vous savez, il y a un challenge qui arrive devant les joueurs et
on a cette fameuse étape de une demi-heure au mieux, hein, 3/4 d'heure, où les joueurs, en fait, c'est pas les personnages, c'est les joueurs qui discutent en méta de comment ils vont faire pour insérer ici le challenge, infiltrer la base, assaillir la forteresse, défendre le village, voilà. Et, et ça, en fait, moi, quand je me suis observé faire ça à l'époque, j'ai dit, mais en fait, je préfère les passages où il y a du roleplay, où je ne participe même pas. C'est-à-dire, il y a un roleplay entre un autre PJ et un PNJ. Je m'amuse mieux quand il y a ça que quand moi je participe à une demi-heure de méta sur comment on va faire le truc, quoi. Donc après, ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui adorent réfléchir à des challenges en méta. Mais, mais c'est pour dire que voilà, ouais, ça, c'est au final, j'arrive finalement à un seul conseil pour le joueur, c'est essayer de voir, essayer de te regarder jouer et de voir ce qui t'amuse ou pas, quoi. Ouais, ça Ouais. c'est intéressant. Alors là, j'ai plein de trucs. Si je réponds à tous vos trucs, je vais parler pendant trop longtemps tout seul, donc je pense que je vais faire des étapes et vous demander si vous avez un truc à dire là-dessus. Je vais commencer par la fin. Moi, c'est vrai qu'un peu comme toi, Thomas, j'ai un peu aussi ce truc de je suis animateur. Et en fait, moi, ce qui me fait plaisir dans le jeu de rôle, mais c'est peut-être je sais pas de me vendre comme ultra altruiste, c'est même égoïste, c'est ce qui me fait plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir dans le jeu de rôle, c'est de faire en sorte que les autres ils s'amusent. En fait, c'est de là que je tire mon plaisir dans la partie, mon plaisir perso. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu dans cette position d'animateur. Quand je suis joueur, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, un conseil que je donnerais, moi, pour exprimer ses attentes, etc., parce que je suis aussi d'accord avec toi, du coup, dans cette position d'animateur, ton but, en fait, c'est justement d'essayer de repérer ce que chacun aime et de faire en sorte, en organisant le groupe, mais aussi en proposant les challenges adaptés, etc., au fil du temps, de réussir à proposer tout ça et de te tenir à jour aussi des goûts de tes joueurs qui peuvent évoluer et de continuer comme ça à entretenir le truc. Et en fait, ce qui est souvent difficile, je trouve, pour les joueurs qui n'ont jamais été MJ ou qui sont pas ultra passionnés. Parce que tu peux avoir des joueurs, c'est tes potes, ils viennent tout le temps, mais eux, ils lisent pas des livres de jeux de rôle, etc. Ils sont pas à fond dans les trucs ludiques et tout. Ils ont une vie à côté, ils ont de la chance. C'est l'histoire de ma vie. C'est ça. Et ben, en général, eux, ils ont beaucoup plus de mal à s'auto-analyser. Parce qu'en fait, ils ont pas forcément le même vocabulaire que toi. Genre, par exemple, tu vas leur dire qu'est-ce que tu as bien aimé pendant la partie. Ils vont dire ah, j'ai bien aimé ce combat-là, mais c'est ultra vague, tu vois. Et en fait, je dirais qu'un des meilleurs conseils à donner aux joueurs, c'est de regarder des conseils OMJ. Si vraiment ils sont dans une démarche où ils essaient de s'améliorer. Parce qu'en fait, en regardant des conseils OMJ, bah, en fait, ils vont apprendre tous les codes un peu cachés du jeu de rôle, finalement. Ou de discuter beaucoup avec leur MJ, ou de discuter même avec les autres joueurs. C'est de communiquer, mais s'ils veulent vraiment un peu plus avoir le vocabulaire adapté pour mieux exprimer leurs idées à d'autres gens, bah, finalement, c'est de regarder les conseils OMJ. Parce qu'au final, les conseils aux joueurs, c'est toujours un petit peu plus compliqué, justement parce que souvent, il y a beaucoup d'MJ qui essaient de s'adapter à leurs joueurs. Donc, ils prennent moins ça en compte. Et aussi, concrètement, la plupart des conseils sont écrits pour les MJ, parce que c'est les MJ qui cherchent des conseils le plus souvent. Donc, c'est ça qui est compliqué, je dirais. Donc ça, c'était ma parenthèse beaucoup trop longue. Moi, j'ai un truc sur l'entêtement que tu disais tout à l'heure, Mr. Jinx. C'est que je pense que le problème de l'entêtement, c'est pas tellement en soi l'entêtement, c'est si tu t'entêtes et que ça gêne les autres. Et pas forcément que ça gêne le MJ. Parce que ça tombe, le MJ, il aime bien ton idée. En fait, le fait que tu t'entêtes, qu'un joueur s'entête, ça peut carrément faire chier les autres aussi, en fait. Genre, il veut tout le temps aller à contre-courant et tout. Et du coup, c'est ce qui, je pense, qui est important. C'est pas tant de ne pas s'entêter en soi, c'est que tout le monde ait une idée claire des objectifs qu'on essaye de faire pendant la partie. Parce qu'un truc qui m'avait un peu gêné dans ce que tu disais, c'est que tu disais, bah voilà, il y a une intrigue, il faut que l'histoire elle avance, mais en fait ça dépend du jeu. C'est-à-dire que tu as des jeux bac à sable où il n'y a même pas d'intrigue vraiment. Mais en fait, c'est surtout que tout le monde soit d'accord sur les objectifs de la partie. Je sais pas ce que vous en pensez. Et que jusqu'à la fin de la partie, on suive ses objectifs. Et s'il faut remettre en cause ses objectifs, en discuter après la partie plutôt que d'essayer de faire son forcing, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, les expériences que je vis avec des nouveaux joueurs, c'était beaucoup des one-shots, où là, tu as vraiment un scénar à suivre du début à la fin, où il n'y avait pas trop de place à l'improvisation, au changement total de direction qu'avait prévu le MJ. Moi, c'était vraiment une mission à faire. Et je pense que c'est quand même la meilleure façon de commencer le jeu de rôle. Les one-shots qui durent sur quelques heures, plutôt que des après-midi bac à sable où t'as pas vraiment d'objectif et du coup, quand
Surtout si t'es nouveau joueur et que t'as pas d'objectif, je trouve que c'est très compliqué de trouver des idées, quoi. Ouais, c'est carrément ça. Ouais. J'ai une question à vous poser. Il y a un dilemme qui m'est venu. Je sais pas ce que vous avez en pensé. Tu vois, quand t'as dit poser des questions, que le joueur pose des questions, moi, il y a un truc que j'aime pas trop dans les jeux de rôle. Vous allez me dire si ça vous est déjà arrivé, c'est le joueur qui pose des questions sans dire ses intentions. Tu vois, en fait, il te pose plusieurs questions consécutives pour te coincer en tant que MJ. Plutôt que de te dire dès le début, par exemple, est-ce qu'il y a des trucs dans la cuisine qui pourraient me permettre de foutre le feu? Tu vois, j'en sais rien. Il va te dire, est-ce qu'il y a un briquet dans la cuisine? Tu vas faire, ouais, c'est possible. Est-ce qu'il y a de l'alcool dans la cuisine? Ouais, certainement. Est-ce qu'il y a un torchon, etc. Et à la fin, tu peux plus lui refuser. C'est là que que se trouve tout le dilemme. C'est est-ce que tu devrais lui refuser ou pas? Parce qu'en gros, s'il fout le feu à la cuisine, ça peut être je sais pas, c'est un combat, ça pourrait lui donner un méga avantage et terminer le combat, tu vois, en 2 secondes. Pourquoi pas? Mais si ça tombe, ce combat, il y avait d'autres gens qui prenaient plaisir à le jouer, et en fait, en faisant ça, il va détruire cette scène, etc. Et donc, des fois, tu aimerais bien que le joueur, il te dise juste, est-ce que je peux trouver ça, ça, ça et ça pour foutre le feu dans la cuisine? Comme ça, toi, en tant que MJ, tu as le temps de dire, ok, mais ça va te prendre tant de temps de rassembler tous ces objets, par exemple, tu vois. Alors que quand il essaye de manière un peu vicieuse de grappiller et qu'ensuite il te sort son plan machiavélique, t'es un peu en mode, ok, bah vas-y, fais ça. Tu vois, je sais pas, J'ai envie de dire, ça dépend. Des fois, effectivement, tu as envie de savoir ses intentions dès le départ. Mais des fois, quand c'est bien amené, quand il a une idée de génie, justement, bah, je trouve que c'est un bon point, justement, de le laisser faire. Encore une fois, ça dépend vraiment du jeu et des joueurs, mais ouais, là, il n'y a pas trop de c'est pas bien ou c'est bien. C'est vrai que bah, ça dépend des situations. Je pense que ça dépend vraiment du joueur en lui-même, plus que du personnage, pour le coup, ce genre de réflexion. Après, tu peux trouver l'idée brillante, même si tu l'énonces dès le début. Mais t'as pas ce côté, ah ouais, tu vois, t'es surpris de. Ouais. Tu enfin, là, j'avoue que là, comme ça, en y pensant, j'ai pas l'exemple en tête, mais il peut très bien préparer un truc dans son coin, sans forcément le dire aux autres, et à la fin, il fait son petit truc. Soit ça foire totalement et tout le monde se fout de sa gueule, soit c'est le truc du siècle, tu vois? Mais bon, je pense que c'est des cas assez rares, honnêtement, mais ça peut marcher, enfin, ça peut être intéressant. Quand c'est en permanence, quand il essaie enfin, tu vois, il y a jouer contre le MJ en essayant de le voilà, de le Ouais. pousser et il y a avoir cette idée de génie, tu vois? tu sais, c'est un C'est peu le truc, genre, t'as un peu l'impression que le personnage il cherche un glitch, tu vois. Genre, il court ouais, contre les murs et il fait genre, ah là, je peux passer. Tu vois. C'est vrai que Ouais, mais ça c'est dépend ça, de la situation. c'est dans ce que tu disais, tel que tu le décrivais toi, Hugo, ça ressemblait plus à de la manipulation un peu quelque part. Et tel que le décrit Mr. Jinx, c'est plus une technique narrative finalement, quoi. C'est une technique d'amener un plan de manière un peu plus spectaculaire et avec du suspense. Donc ça dépend beaucoup de l'intention du joueur, effectivement. Ouais, clairement. Mais le MJ, c'est pareil pour le MJ, hein, ça. En gros, moi, je pense que quand même, si en tant que MJ, tu as aussi une manière de présenter les choses qui peut être directe ou plus indirecte par petites touches, et tu peux t'en servir dans ces deux. Soit c'est une technique narrative pour faire une description qui est plus amusante, avec plus de suspense, plus belle, ce que tu veux. Soit ça va aussi pour faire que tes joueurs ils voient pas certaines choses que tu veux pas qu'ils voient, etc., quoi. Donc bah, alors, pour moi, c'est pas propre aux joueurs, ça, en fait. je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'avoue que enfin, j'aime bien que mes joueurs me surprennent, qu'ils aient des idées vraiment Ah bah ouais. peuvent probablement foutre une partie de mon scénario en l'air. Mais bon, après, bah, c'est l'expérience, je pense, mais toi, derrière, tu peux réimproviser, enfin, tu peux toujours te démerder à faire en sorte que ça fonctionne et bah, ça rend le truc vivant, quoi, parce que alors je sais pas comment ce que vous jouez en tant que maître du jeu, mais bon, tu t'attends quand même à certaines scènes, tu t'attends à un certain déroulement dans la partie, plus ou moins et là, quand tu as quelque chose qui sort de que tu t'y attendais pas, bah, je trouve ça enfin, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien. À toi, après, en tant qu'MJ, de saisir cette perche et de rebondir. Alors, tu peux couper court, mais si tu as l'idée qui te vient et que tu arrives à prolonger son idée, bah, je trouve ça encore mieux, quoi. Ah, Mais bon, justement, moi, je suis d'accord avec toi, j'aime bien être surpris, mais tu vois, ça m'enlève pas la surprise que le mec il me dise, je cherche dans la cuisine s'il y a ça, 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 et je vais essayer d'allumer un feu. Tu vois, et au moins, il me dit direct ses intentions, et donc je le vois venir, et limite, je peux l'aider à construire une scène mieux que s'il me dit juste, je prends ce truc-là, je prends ce truc-là, je prends ce truc-là, puis d'un seul coup, il fait, je fous le feu à la pièce. Et genre, tous les autres joueurs, ils sont là en mode, bah, qu'est-ce que tu fais? Et genre, tu vois, en fait, je trouve que plus la communication, elle est claire sur les intentions, plus c'est facile, mais après, c'est peut-être
C'est peut-être moi, hein, c'est peut-être un goût personnel. Je trouve que plus tout le monde est clair sur ses intentions, plus c'est cool. C'est un peu comme un autre truc dont on peut parler, c'est les joueurs qui ont un background avec des secrets. Ah là là, tellement énervant. Enfin, ça dépend. Je pense que si tout le monde est d'accord, par exemple, qu'on se dit au début de la campagne, on a des secrets et tu vois que ça fait partie de l'objectif de base. En fait, ce qui est un peu énervant, c'est quand tu as ce joueur qui a des secrets et ce personnage qui a des secrets et les autres personnages essayent d'interagir avec ce secret et lui, il veut absolument pas leur donner ce secret et du coup, il fait de moins en moins partie du groupe un peu. Euh, et ça crée de la frustration. Je trouve que c'est pareil, tu vois, c'est plus cool quand tu as des vraies intentions qui sont dites au départ, genre on se dit bah, moi mon personnage les gars il aura un secret, est-ce que ça vous dérange? Parce que moi je sais que dans une campagne à un moment, deux trois scénarios consécutifs, le personnage il partait faire des trucs tout seul, il y avait des sortes de Ouais. conversations à mi-mot, tu vois, genre en mode entre je joue le PNJ en essayant de pas dire vraiment les phrases et on essaie de se comprendre et les autres ils sont là en mode il se fait son petit délire un peu égoïste avec son secret, on attend que ce soit à nous. Tu vois, ça aurait été plus. Par exemple, je trouve que pour les secrets, perso, je préfère que le joueur dise aux autres joueurs j'ai un secret, on parle à voix haute du secret et les autres roleplay le fait qu'ils ne connaissent pas ce secret, tu vois, par exemple. Ouais. Euh, Alors, Je fais ça, moi. Bah, je fais ça. Moi, je fais ça. Donc, moi, je suis c'est-à-dire que c'est jouer en transparence, en fait. C'est-à-dire que les joueurs, finalement, ils savent tout. Bon, à part ce qui va devenir dans le futur dans l'intrigue, bien sûr, mais ils savent tout. Ils savent tout. Par exemple, il y a un message pour un joueur. Moi, tous les joueurs le voient, quoi. Euh, mais leur personnage le sait pas, quoi. Donc, ils jouent comme si leur personnage le savait pas. Il y a des joueurs qui ont du mal à faire ça quand même. Ouais, Donc, alors, c'est pas un point positif, mais après, même sans parler de secret, quand il y a le groupe qui se divise, quand un groupe joue une scène, l'autre l'entend parce qu'ils vont pas se séparer de la table parce que c'est trop chiant, mais il faut arriver à faire abstraction de ce que toi tu sais et de ce que ton personnage sait. Et je sais qu'il y a des gens qui ont pas mal de mal à faire la différence entre joueur et personnage. moi, je fais. Ouais. Parfois, c'est un avantage aussi. Ça apporte un plus, quoi. Il y en a, ça les aide à interpréter des trucs plus ambigus et tout, ça Ouais. apporte quelque chose des fois. Personnellement, moi j'ai l'impression que c'est plus simple, mais après c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, on n'a pas les mêmes joueurs, mais que c'est plus simple pour un joueur de se dire je fais comme si je savais pas que ce secret, que je fais comme si je ne savais pas que le MJ et l'autre joueur avaient un secret, et je n'essaye pas en permanence de percer son secret en faisant des trucs un peu bizarres, tu vois, qui ne sont pas très cohérents pour aller les récupérer. Et en général, le fait que les personnages entre eux soupçonnent les secrets de l'autre et tout, ça crée du jeu au final. Ça crée du jeu, ils vont chercher le secret de l'autre, etc. Et c'est plus sain que... Enfin, je sais pas. En vrai, c'est assez compliqué. Ça évite la frustration du joueur qui va se dire mais pourquoi il joue pas avec nous? Pourquoi il réagit bizarrement? Si tu sais pourquoi l'autre joueur fait ça, tu vas te dire ok, c'est normal dans son personnage. Et toi, en tant que joueur, t'es pas frustré en mode mais pourquoi il fait pas ce que je lui dis? Pourquoi il joue pas avec nous? Et je trouve ça quand même, c'est un côté positif. Le fait de savoir le secret ou juste le fait que l'autre a un secret. Alors, je crois que je suis 3v1 pour le coup parce que moi, c'est exactement l'inverse. Mais genre vraiment, j'ai plusieurs anecdotes à ce sujet-là justement. Heu, Super. moi, si un joueur a un secret, personne ne le sait. C'est vraiment parce que quand ça sort, c'est bam! C'est coup sur la table, étonnement, surprise, et je trouve ça vraiment, vraiment plaisant en termes d'émotion, en termes de réaction, ce que ça apporte. J'ai fait une partie là dans la campagne où, à la fin de la partie, le groupe de joueurs s'est séparé et donc ils ont chacun fait des actions, où ils ont, appris des trucs ou quoi, et à la fin de la partie, quand on s'est regroupés, donc voilà, en fait, quand il y avait séparation, ils quittaient la pièce. Alors faut bien gérer le truc aussi parce que si tu fais trop longtemps, les gens sortent de la partie, ils sortent de l'immersion quoi. Donc c'est un truc à bien gérer, je conçois. Mais quand c'est bien fait, bah, ça marche nickel parce que derrière, à la fin de la partie, ils étaient en mode: «Putain mais je sais pas ce que vous avez vécu, enfin, tu vois, je sais pas ce qui s'est passé ou quoi et j'ai trop envie de savoir quoi». Et je trouve ça hyper intéressant. Pareil, j'avais fait une partie où, bon, ça remonte à longtemps, où il y avait un des joueurs, alors je crois que c'était du Warhammer, qui avait une gemme dans sa barbe de nain, qui était cachée dans sa barbe de nain, mais un truc hyper, un item vraiment, important, et ça on l'a su, mais qu'à la fin, quoi. Et Ouais, mais tu l'as su qu'à la fin parce qu'il a pas joué avec. Il pouvait pas jouer avec parce que le reste de la table connaissait pas le secret. Et je trouve ça dommage quand même d'avoir un tel truc et juste de s'en servir une fois
Alors que si les autres joueurs autour de la table, ils savaient, ils auraient pu jouer en mode, «Mais attends, tu pas un truc qui brille dans ta barbe?» ou tu vois ce genre de petits trucs que tu Alors, peux pas bon, faire si le reste de la table n'est pas au courant et c'est un petit peu dommage. non, je suis pas d'accord. Parce que ça dépend vraiment comment tu amènes la chose, tu vois. Justement, lui, il va pouvoir jouer en réaction. Alors, il y avait un nom à ça, parce que c'est un style de jeu, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom en anglais assez chelou. Mais concrètement, ouais, Drop the mic. J'ai une gemme dans ma barbe. c'est typiquement moi ce que j'ai adoré faire et ça a marché de feu et vraiment, enfin, je trouve que c'était vraiment génial. Je suis assez d'accord. En fait, je pense que il y a un... En fait, moi, ce qui me gêne le plus, c'est pas tant qu'il y a un joueur qui a un secret, c'est il joue en permanence autour de son secret sans vouloir le donner aux autres en mode je suis Dark Sasuke et j'ai une vengeance, tu vois. Si C'est différent. effectivement il y a un truc dans son background qui est un peu secret et que ça n'impacte pas le cours de la partie jusqu'au moment de la révélation, ça va encore. Mais je pense que pour le joueur aussi, il faut pas qu'il soit en mode que son seul plaisir ce soit de cacher ce secret et surtout qu'il joue de son secret. C'est extrêmement énervant pour les autres joueurs qui sont là en mode ah, il va nous refaire le coup de il fait ses trucs secrets, ok, tu vois. C'est surtout ça, moi je pense qu'il faut éviter. Mais le truc Ouais. de tu sors un truc que personne ne savait depuis le début, j'avoue, ça passe. Même si parfois, effectivement, comme tu dis, Danza, euh, ça crée plus d'effets, enfin, ça crée plus de jeux. Ça fait peut-être un moins gros effet dramatique à un instant T, mais ça crée plus de jeux que le secret, en fait. Par exemple, il y a une sorte de soupçon et tout, quoi. Non, mais enfin voilà, je trouve vraiment que ça peut être un truc important. Typiquement, moi, j'ai basé une campagne sur un mensonge en fait, qui à la base, donc les PNJ ou quoi, voilà, ils pensent une certaine chose. Les joueurs vont jouer le truc et à la fin de la campagne, ils se rendent compte que c'était pas comme ça qu'il fallait penser la campagne, mais d'une autre manière. Et là, ils se disent: «Oh putain, c'était ça en fait, ah ouais merde. Du coup, quand on a fait ça, c'était en fait ça voulait dire ça et machin». Et je trouve ça hyper c'est Ouais, mais vraiment là, un tu as la même dynamique pour tous tes joueurs. alors bah, les joueurs, bien sûr, ça dépend des joueurs et il faut que ça colle, hein. Tu fais pas ça avec des nouveaux joueurs, enfin, Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as De ton groupe. la dynamique de tes PJ et tu as la dynamique de tes PNJ qui sont différentes. Si tu as ta dynamique d'un seul PJ qui est différente avec tes 3 ou 4 autres, là, c'est plus compliqué à gérer. Dernière question, qu'est-ce que vous pensez moi, j'ai un truc. J'ai un moyen de détecter les joueurs qui sont embêtants. Enfin, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi. En gros, je pense qu'il y a un bon moyen de savoir quand un joueur il fait de la merde et qu'il embête les autres. C'est quand, par exemple, il y a un joueur, il a un comportement, vous voyez que ça fait un peu monter les tensions, et que vous lui dites, et que les gens commencent à lui dire arrête de faire ça et tout, et qui dit non, c'est roleplay, c'est mon personnage qui fait ça. Moi, je pense que c'est le meilleur indice pour se rendre compte que c'est juste quelqu'un qui essaie de faire chier les autres. Qu'est-ce que vous pensez de ça, des joueurs qui abusent du roleplay, qui justifient par le roleplay tous les comportements désagréables qu'ils font? Comment vous arrivez à... C'est pas toujours évident de capter le moment où le conflit, il est passé du niveau roleplay au niveau joueur. Des fois, c'est un peu subtil. Et si on s'en rend pas compte assez tôt, ça dégénère. Alors moi, j'ai une manière très simple quand je joue le petit con ou quand je m'engueule avec quelqu'un, c'est que quand ma scène est finie, je désamorce. Je désamorce avec le joueur, je fais un petit sourire, je fais putain, c'était bien et tout. Si, quand ma scène est finie, je fais la gueule dans mon coin parce que mon personnage il s'est pris une tarte, là les autres joueurs vont voir que je suis saoulé. Et c'est ça qu'il faut éviter. Quand ta scène est finie, tu vois que sur ta tête, tu es content. Si tu vois que le mec, tu vois que sa scène elle s'est pas déroulée comme il voulait et qu'il fait la gueule, là je pense qu'il y a un problème. Parce que c'est vraiment lui, il a pas la volonté de faire avancer l'histoire. Lui, pour lui, ce qu'il veut, c'est jouer son personnage. Et je pense que ça, c'est un problème. Enfin, c'est pas merde, la bonne activité pour faire ça, quoi. ouais, je sais pas, ça dépend. Je pense que ça dépend des jeux aussi, mais ça dépend, de l'action, tu vois? Quand tu es en pleine action et que ton personnage, il a décidé de rester en retrait parce qu'il s'est passé quelque chose, si c'est cohérent à l'action, moi je trouve que c'est une bonne chose justement, tu vois? Ça dépend des situations bien entendu, mais moi typiquement, enfin, si c'est un personnage qui enfin, ouais, un personnage qui s'énerve contre un PNJ ou un autre joueur, enfin un autre personnage et que l'action doit être interrompue par quelque chose ou quoi, bah, le personnage il a quand même envie de continuer à lui parler, de voilà. Ça je pense ça vrai enfin, c'est dur à détecter honnêtement je pense, quand c'est comme ça parce que
Et c'est toujours cette limite, est-ce que c'est roleplay, est-ce que c'est pas roleplay? Mais typiquement, par exemple, dans Nullbuck, moi j'ai fait du Nullbuck, j'avais un joueur qui jouait un nain et qui était extrêmement casse-couille. C'était positif, tu vois? Parce qu'il pissait sur tes vêtements quand tu dormais, enfin, tu vois, il faisait que ça te fait en tant que joueur, enfin en tant que personnage, je veux dire, mais en tant que joueur, tu te tapes des barres et enfin lui, c'était voilà, c'était son personnage qui était comme ça, le but, c'était vraiment enfin, il avait carrément il avait un instrument de musique qui faisait exprès de jouer mal en vocal, hein, pour vraiment te casser les oreilles parce que c'était un mauvais barde, voilà et ouais, ça marche bien, mais enfin, c'est compliqué à trouver cette limite de est-ce que c'est vraiment le joueur qui est vraiment saoulé de la situation? Ou est-ce qu'il est roleplay jusqu'au bout? Et dans certaines situations, bah, c'est ce qu'il faut parce que ça rend le côté vachement immersif. Il y a des situations où tous les joueurs vont être énervés parce que, je sais pas, il y a un PNJ qu'ils aimaient bien qui s'est fait abattre ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Et du coup, ils vont tous être un peu sur les nerfs. Comme ils restent dans ce côté, où ils sont sur les nerfs, bah, l'immersion, enfin, entre les joueurs, elle va être encore plus forte, quoi. Ils vont parler vraiment doucement, «Putain, il faut qu'on se fasse ce fumier, il a battu notre meilleur ami», enfin, j'en sais rien. Et ils vont être énervés contre le PNJ et c'est légitime, tu vois? Ils vont pas dire: «Il a tué le PNJ, bon, qu'est-ce qu'on fait?» tu vois? Pour moi, la limite, elle est simple. Si je reprends ton exemple de ton nain là, que, ton joueur, il joue son nain de cette façon. Il pisse sur les vêtements, il fait chier le nain fait chier les autres personnages, c'est une chose. Si les autres personnages décident de foutre une tatane, de casser la gueule au nain, de le foutre dans un sac, de le trimballer, de le pas laisser sortir, si le joueur fait la gueule, là, c'est pas normal. Parce que ça, c'est totalement RP par rapport aux autres personnages, tu vois? Et si le joueur, à ce moment-là, décide de faire la gueule, là, il y a un problème. Ça me fait Ah, penser à une partie. C'était un de mes potes, Morgan, qui travaille avec moi sur le bon MJ. C'était sa première partie en tant que maître de jeu, lui il est débutant. Et j'étais parmi ses joueurs, plus des potes à lui qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. Et il y en avait un, mais il était trop, trop, trop chiant. Genre vraiment, il voulait tout le temps taper tout le monde et tout. Tu vois, tu sens que c'est le mec, c'est la première fois qu'il fait du jeu de rôle. Et du coup, pour lui, c'est GTA un peu, tu vois, il teste les limites du truc. Et en vrai, c'est ça qui est arrivé, c'est que genre, à un moment, à chaque fois qu'on entrait dans un bâtiment, il essayait d'attaquer les gens. Et il se fait défoncer par le videur d'un bar et il est assommé. Et en fait, moi, pendant qu'il était assommé, j'ai dit, je le ligote et genre, je l'attache dans mon dos et que c'était un mage. Et en fait, il voulait tout le temps lancer des boules de feu sur les gens. Du coup, je l'attache avec sa main sur son visage. Comme ça, s'il lance une boule de feu, il s'explose le crâne. Et Attends, parce que déjà dans ma tête, t'étais en mode, il rentre dans un endroit où il y a un videur. Alors pour moi, c'était un truc assez contemporain, et d'un coup, c'est un mage avec qui lance des boules de feu. non, c'était un. Tu vois, on était en train dans une sorte de bar et t'avais un garde, tu vois, Ah un oui, mec qui d'accord. s'occupe de la sécurité. Donc, et comme ça, après, il disait, ah, détache-moi et tout. Et genre, du coup, c'était à travers le roleplay, tu vois. Mais parfois, Ouais. c'est pas aussi évident. Et je pense aussi que, en tant que joueur, parfois, pour ne pas faire escalader le conflit, le plus simple, c'est encore de dire, est-ce que tu peux arrêter? Franchement, c'est un peu énervant. Et si le, et si le joueur il dit c'est mon roleplay, tu fais ouais, mais il y a le jeu et puis il y a aussi le fait qu'on s'amuse tous. Enfin, essayer. Parce que des fois, c'est la surenchère en fait. C'est C'est ça. après, si je le libère, en fait, la nuit suivante, il fait ok, comme il m'avait attaché avec ma main et tout, moi je l'attache. Et genre, à la fin, le jeu il est complètement pété quoi. C'est ça, est-ce que tu t'es vengé ou tu vois, c'est ça la question, quoi. Attaché, tu as fait ça par vengeance ou vraiment par roleplay? Bon, ouais, c'est vrai que Toi, qu'est-ce que t'en penses, Thomas, Bah déjà, ça m'est quand même rarement arrivé ce genre de truc, mais effectivement, ça peut arriver, si la question c'était, comment détecter que en fait, tu un conflit, quelque part un conflit roleplay a escaladé, au niveau joueur, quoi. Là, en général, ouais, ce qui ça se voit effectivement à travers l'attitude des autres, aussi beaucoup. Heu, il y a une question de durée aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir, on peut avoir un délire qui dure 2 minutes et puis on peut avoir un délire qui dure 3 parties et là, c'est pas la même, quoi. Donc ouais, je dirais ça, il y a la durée, il y a la réponse des autres et après je suis d'accord avec toi, je voulais rebondir là-dessus aussi sur le fait que, parfois on se dit: «OK, c'est du roleplay», du coup, on va quelque part un peu, essayer de punir, c'est un grand mot, mais de répondre aux joueurs à travers l'univers, c'est-à-dire à travers un roleplay. Là, par exemple, ton gars qui lançait des boules de feu sur tout le monde, on peut très bien s'imaginer que, il peut vite devenir l'ennemi public numéro un et avoir tout un tas de gens à ses trousses et finalement, de manière réaliste, pas du tout pouvoir s'en sortir, quoi. C'est-à-dire finir emprisonné ou voire tué et cetera. ouais, mais Mais en fait, ça, comme tu dis, c'est pas toujours, pertinent parce que déjà, ça peut prendre du temps.
qui sera pas forcément amusant non plus. Comme tu dis, ça va faire une espèce d'escalade de la vengeance en roleplay qui va prendre du temps, où les autres s'amuseront pas forcément, et cetera. Et heu et en plus, ouais, finalement, on s'éloigne d'un peu un objectif commun qui a pu être explicité, au début, en session 0 ou pas, et on s'est éloigné de ça. Et ça, c'est bien de le rappeler aussi, quoi. C'est bien de dire: «Bah, ouais, on est tous là pour s'amuser, on a dit qu'on voulait faire plutôt comme ça», bah, voilà, il faut rappeler ce qu'on veut faire tous ensemble, tout simplement. Ouais, Donc effectivement. Effectivement, et en plus, c'est aussi ce genre de truc. Si vous. Là, je parle plus cette fois-ci en tant que MJ plutôt que conflit entre joueurs qui escalade. Le truc MJ joueur, ça peut être un cercle vicieux, puisqu'en fait, si vous répondez à genre des techniques un peu de roleplay pour casser votre partie par des techniques pour recadrer le joueur en roleplay, vous n'arrangez pas le problème, vous lui donnez ce qu'il voulait, c'est-à-dire une sorte d'affrontement entre le MJ et le joueur, et ça ne s'arrête jamais. Et en plus, il pourra très bien se retourner vers vous en disant ouais, mais c'est pas fun, et vous allez dire ouais, mais c'est l'univers qui est comme ça, et du coup, ça lui fait croire qu'en fait, les seules règles du jeu, c'est celles de l'univers, alors qu'il y a aussi des règles tout simplement de bienséance, j'ai envie de dire, Ah, autour de la table, quoi, qui ça, sont au-dessus des règles du jeu, je dirais même des règles de ouais, c'est l'univers, clair. etc. je disais, c'est un problème en amont, quoi. C'est que bon, ça, faut mieux le détecter avant que tu lances ta partie, pour le coup. Ce genre de joueur, parce que comme tu disais tout à l'heure, Thomas, bon, ça devient l'ennemi public numéro un, tu le mets en prison. Putain, quand t'es MJ, t'as pas envie de créer une Ouais, prison c'est clair. pour ça, quoi. T'as pas envie que. Enfin, ça ruine ton scénario, quoi, très clairement, je pense. Je sais pas si c'est détectable avant de lancer la partie, mais bon, un joueur qui veut tout casser, qui veut se battre contre tout le monde, globalement, ce qu'il lui faut, c'est un univers, ouais, dans GTA, quoi. Enfin, je sais pas, mais. Le truc, c'est qu'en fait, le truc de tu réponds avec l'univers, le problème, c'est qu'en plus, des fois, ça casse ton jeu. Quand tu joues dans un truc héroïque, t'as pas forcément envie que ce soit toujours cohérent. C'est-à-dire que si les PJ, ils se battent dans une ville et tout, t'as pas envie qu'à chaque fois, ça devienne les ennemis numéro un, parce qu'ils rendent un peu la justice en ville, etc. Ils font des trucs, ça fait partie du délire du jeu. Et si, quand ça commence à poser problème, d'un seul coup, les gardes, ils sont omniscients et ils te chopent en mode Skyrim, ils font, vous devez 1000 pièces d'or. Enfin, genre, là... le joueur, il se dit tout de suite, ah oui, donc il utilise ses petits pouvoirs de MJ pour me bloquer quand je veux faire, quand je suis en train de faire des trucs, et quand c'est dans le sens de son scénario, ça va. Donc, il vaut mieux en fait le faire HRP, comme disent les Jones. Euh, Moi, je trouve pas ça aberrant que le MJ il utilise ses outils pour aller dans le sens de son scénario, hein. ça dépend de la manière dont c'est fait, et aussi de la proposition de jeu. Une fois de plus, c'est un peu, est-ce qu'on Oui. joue un scénario, ou est-ce que, enfin, est-ce que c'est un truc un peu dirigiste, parce que des scénarios dirigistes, c'est un peu diabolisé des fois, mais en vrai, il y en a des très bons. Non, mais après, moi, je parle. Tout à l'heure, tu disais vous disiez que juste créer une prison pour telle situation, c'était un peu relou. Oui, c'est relou dans le cadre d'un scénario dirigiste. Si c'est un scénario bac à sable, t'es préparé à ce genre de situation. C'est pour ça Ouais, que moi, je parle complètement. du fait que le MJ qui va y aller dans le sens de son scénario, pour moi, c'est normal. C'est sûr, bah, pour du bac à sable, c'est évident, mais quand c'est pas du bac à sable, justement, comment tu fais? Là, c'est plus compliqué quand même. Si tu un joueur qui veut en permanence se prendre la tête avec tout le monde ou quoi, bah, notamment toi, tu as une intrigue, tu as quelque chose. En tant que joueur, je sais pas comment tu le vis, parce que Ouais, mais là, ça m'est pas arrivé, mais en tant qu'MJ, je pense que c'est très, 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 très relou pour le coup, à gérer. En tout cas, comme situation, ça va être très, mais très dur, à mon avis. mais bah, là, il y a enfin, dans ce que tu décris là, il y a quand même, il y a un problème de contrat, il y a un problème de contrat social, quoi. Parce que, normalement, si tu as commencé à faire une partie bac à sable ou une partie qui est, bon, plus dirigiste, on va dire, où ce qui est important, c'est de construire une belle histoire ensemble, voilà, selon une trame, qui est plus ou moins préétablie, parce que ça peut changer selon ce que font les joueurs, mais bah, ça, c'est quelque chose que, normalement, qu'on sait avant, quoi. Ah, tu enfin, je sais pas comment vous faites, mais bah, quand j'ai été MJ ou quand j'ai participé à des parties, je savais si ça allait être bac à sable ou pas, quoi, tu vois? Je Donc pense. si tu arrives, tu sais que le but, c'est de faire une histoire un peu construite et tout, et que tu arrives et que tu te mets en mode, «Je commence à tuer tout le monde», c'est sûr que c'est pas il y a un problème Bah, avec ce sur quoi s'est mis d'accord le groupe au départ, quoi. après, je pense c'est un autre débat, mais quand tu fais un scénario bac à sable, tu joues vachement sur l'improvisation, du coup. Enfin, c'est même quasiment que de l'improvisation. Après, toi, de ton côté, tu peux prévoir Ouais, des scènes mais que tu vas te démerder pour que, même si c'est en bac à sable, tes joueurs «atteignent» entre guillemets. Enfin, je sais pas, tu dis, ils vont dans cette direction, au final, toi, tu sais que c'est dans cette direction-là, tu vas pouvoir foutre je sais pas, un château ou quoi, alors qu'ils seraient partis dans l'autre sens, tu aurais pu foutre le même château, tu vois? Ils en savent rien. Enfin, peut-être. Mais
Et du coup, ouais, quand c'est de l'impro, j'ai envie de dire, bon, bah, si t'es bon en impro, ça pose pas forcément de problème, du coup. Enfin, tu peux toujours te démerder à retomber sur tes pieds. Mais c'est vrai que, voilà, quand c'est un scénario vraiment, enfin, dirigé sur un scénario juste avec une intrigue, quoi, quand t'as une intrigue, c'est vraiment, là, ça pose problème, quoi. Tu t'as pas. Je pense même le mieux, c'est de recadrer le joueur directement, lui dire, bon, bah là, mec, voilà, tu vas trop loin. Parce que sinon, tu perds du temps, quoi. Enfin, même si tu improvises un truc vite fait pour le cadrer, alors si ça marche, tant mieux, c'est très bien. Mais si ça prend 2 séances, c'est pas possible, quoi. Après là, vous parlez dans le sens où si un joueur, entre guillemets, «il le fait exprès d'aller à contre-courant du scénar», il y a aussi le fait où il peut aller à contre-courant du scénar sans mauvaise volonté. Tout à l'heure, on parlait de le mec qui cherchait une bouteille d'alcool, un chiffon et un briquet pour faire, par exemple, cramer une maison. Imagine, moi, j'ai un scénario, je suis dans une maison, il y a un monstre et le joueur, il se dit: «Bah, vas-y, on va faire cramer la maison, comme ça on sera débarrassé du monstre». Sauf que si moi, le scénario que j'ai prévu, c'est 3 heures dans la maison, je suis un peu gavé, quoi. Donc là, faut pas hésiter à faire du RP, lui dire: «Écoute, je suis désolé, mais là, si tu fais ça, j'ai plus de scénar, quoi». Ah, ça dépend. Parce que Ouais, si je quand suis tu pas es mal MJ, réservé aussi. tu peux toujours te démerder, à faire en sorte que le joueur, si toi, en tant qu'MJ, tu veux pas qu'il fasse cette idée, tu peux te démerder à le faire, enfin, à faire en sorte qu'il ne la fasse pas sans qu'il s'en rende compte, tu vois? Tu peux lui imposer des barrières qui sont, très bien trouvées et il s'en rendra pas compte et ça cassera son idée. Tu es dans une maison en bois, il a un cocktail molotov, il le balance, comment tu fais pour que la maison Alors, elle crame il a pas? des mots dans les mains, c'est vrai que c'est compliqué, mais je sais pas, il peut très bien avoir, ça peut être une maison où, je sais pas, il y a des tonneaux de je sais pas trop quoi et le monstre, en voyant le feu, il recule, il casse un tonneau, le truc se déverse, je sais pas. Là, je te dis ça comme ça. Dans une partie, tu as jusqu'à un certain point, tu peux toujours, improviser pour couper une idée et si jamais, le joueur réussit ses jets ou j'en sais rien, il trouve toujours un moyen de répondre, bah, il a gagné, il a eu son scénario et GG à lui, tu vois? À Ouais, toi mais d'in à toi de OK, il a gagné, il a eu ton scénario, mais les autres joueurs, enfin, ils ont pas la partie, quoi. Tu fais un scénario, il faut que tes PJ montent dans un train, et tes PJ disent: «Oh non, je monte pas dans le train, je vais aller au bistrot». Tu vas pas faire ton scénario d'enquête qui était censé être dans ton train, tu vas c'est pas le vrai. passer dans ton bistrot, tu vois? Non, ça, c'est jouer contre courant. Enfin, là, c'est volontairement, Attends, Non, mais enfin, c'est plus du bac à sable, là, tu vois? je pense qu'on C'est diverge trop là. Ça fait trop longtemps qu'on a. Là, on est parti en mode l'illusion c'est du choix et tout. c'est juste pour en venir sur le fait que faut pas hésiter à faire Ouais, du ORP ouais, avec le joueur quand ouais, quand il ouais, je va suis pas, d'accord. c'est gênant. Je suis assez d'accord. Euh, on peut dire, franchement, je pense même qu'on peut dire au joueur, pour qu'il ait quand même le sentiment d'avoir gagné, d'avoir trouvé une bonne idée, de lui dire, franchement, si je te laisse faire ça, t'as gagné, tu vois, t'as battu mon scénario, mais je propose que tu le fasses pas pour qu'on voit la suite, tu vois. Si vraiment tu sais pas improviser, tu vois. Si ah, bah, si, vraiment, improviser, si, oui. si t'as vraiment aucune idée pour rebondir, et que c'est vraiment genre, tu vois, dès le début de ton scénario, j'en sais rien. Après, si c'est un peu avant la fin et tout, tu vois, ça, franchement, de toute façon, la meilleure réponse à toutes ces questions, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse à toutes les situations. Et que tu peux. Le meilleur moyen de gérer cette situation, je pense que ça reste soit le HRP, soit l'impro, mais pas l'illusion du choix. Moi, je suis pas méga fan de l'illusion du choix. Moi, je suis pas méga fan du truc. Il commence à foutre le feu, et là, le monstre, il pète un truc qui fait couler de l'eau. Tu vois, genre, moi, je dirais plus. Je partirais dans un délire complètement différent, je pense. Je dirais, la maison brûle, vous êtes à l'intérieur, c'est la merde. Vous êtes enfermé dans une maison qui brûle. Qu'est-ce qui se passe? Et potentiellement, tu gagnes du temps comme ça. La maison termine de brûler, tu dis, plus de traces du monstre. Vous partez, vous pensez avoir résolu le problème, et en fait, le monstre, il veut se venger, tu vois. Et il vous poursuit une semaine plus tard. Je serais plus dans ce délire-là, perso, que de... Parce que le truc de l'eau, il pète un truc et il y a l'eau qui coule, ou alors le truc de... Ils vont pas dans la direction que j'avais décidé, donc ils vont pas aller au château, du coup je déplace le château. Pour moi, je suis pas particulièrement fan de ça. Je m'en sers parfois, mais c'est vraiment... J'essaierai vraiment d'en faire plus l'exception que la règle, parce que le plaisir de jouer, c'est de faire des choix qui comptent. Et si c'est une illusion, c'est pas dingue. Même si on peut dire ils ne le sauront jamais. Moi, en tant que joueur, je suis là, je me dis, je détesterais ça, tu vois. Après, je suis d'accord avec ce que tu as dit là, et l'exemple que tu as donné, j'aurais plutôt fait comme toi aussi, je pense. Mais il faut quand même qu'on admette aussi que cette option que tu as donnée,
c'est en fait, en réalité, une version plus subtile et plus étalée dans le temps de la première version, en fait. Ça. C'est aussi, quelque part, une illusion de choix. Elle est plus élaborée, c'est tout. Ouais, la Tu vois ce différence, que je je veux dire? pense. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense que la différence quand même majeure, c'est que l'action du joueur a quand même une conséquence. Là où si je dis et a changé l'histoire. Là où si je dis juste après, ah bah en fait il y a une Ouais. inondation quand tu fais un incendie, ça fait un peu genre, tiens, c'est bizarre. Et j'ai dit ça Ouais, comme ça, là, ça, c'est comme un refus, en fait. Oui, C'est c'est un ça. refus, en fait. Ah, mais je suis complètement d'accord, effectivement. Ouais, C'est c'était mieux un d'aller dans le exemple. À sens du chaque joueur. fois les exemples c'est. Ouais, non, clairement. C'est vrai que c'est mieux d'aller dans le sens du joueur, mais voilà, moi je reste quand même. Je pars du principe quand même que tant que tu peux improviser, improvise. Et si jamais tu es vraiment perdu, est-ce que c'est pas un problème de préparation sinon? Parce Bah que en si dès que vrai, Bah, pour préparer un one-shot, tu prépares tes scènes, tu prépares des trucs. T'as envie de faire 2-3 scènes mémorables. Si tu vois que l'action d'un joueur va te niquer ton scénario et que les 2 scènes que vraiment tu as préparées, donc il y a eu préparation, tu peux plus les faire et que du coup tu vas devoir te t'épatouiller avec de la narration que tu absolument pas prévue, c'est compliqué quand même. Ah, en- mais alors ça, du coup, est-ce que c'est pas un problème de préparation en amont? Pourquoi est-ce que ce joueur, enfin, si ton joueur fait ce choix-là, c'est parce que tu l'as peut-être pas bien pris en compte. Peut-être que ton intrigue, elle est pas si mise en place pour que le joueur la suive. Enfin, tu vois? Et si mon intrigue se déroule dans une maison, je vois pas l'intérêt de préparer le fait que au cas où s'ils vont pas dans la maison ou s'ils font cramer la maison ou ils décident Je leur de se barrer, tu vois? donne une bonne raison d'aller dans la maison. ce que Si eux, attendez. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là parce qu'en fait là on diverge. Genre, je Oh. pense, ça fait genre 30 minutes qu'on parle plus d'aider les joueurs. Enfin, en vrai un petit peu. Mais on va s'arrêter là. Je le laisserai dans la vidéo parce que je suis sûr que les gens qui écouteront ce débat, ils vont être en mode ils seraient un peu deg. Mais limite, ça pourra faire l'objet d'une autre table ronde, j'en sais rien. Euh, avec- je propose qu'on continue ça juste après. Du coup, on va terminer la vidéo là-dessus. Pour résumer, on parlait quand même un petit peu des joueurs. Au début de cette question, c'était quand même un peu, c'était un peu ça. Ce qu'on va faire, c'est que pour libérer nos téléspectateurs, on va faire le petit tour de conseils que vous donneriez aux joueurs qui n'est pas obligé. Bah, d'ailleurs, plutôt que faire un conseil au MJ, peut-être on pourrait essayer de plutôt chercher un conseil aux joueurs pour retomber sur nos pieds. Un conseil aux joueurs avant de partir. Euh, et puis voilà quoi. Ça vous va? Ouais. Je propose qu'on commence. On commence par. Vas-y, Danza. Si t'as un petit conseil. Un petit mot de la fin, osez et pendant 4 heures, lâchez vos téléphones. Voilà. Pas mal. Pas mal. Clair et concis. Et si, par exemple, j'attends un appel hyper important, je peux quand même mettre le vibreur. Oui, il y a un truc entre avoir le téléphone sur la table et je sais pas, et jouer à Pokémon ou être sur Facebook pendant la partie, quoi. Il y a une différence. Même répondre à un message, ça me dérange pas, mais passer 3 heures à scroller son feed Instagram, c'est pas ouf. C'est même un conseil pour la vie de tous les jours, je dirais. Aussi. Là, on est dans le coaching, mais genre de vie et tout, on a passé encore un autre niveau. Ah, mais c'est vraiment autour d'une table, Ouais. je trouve ça assez relou quand tu prépares en tant que MJ, même en tant que joueur, quand tu prépares une partie où tu es en train de jouer et qu'il y a quelqu'un qui suit pas et que tu es obligé de lui répéter ce qui s'est passé pour qu'il puisse intervenir. C'est un peu pénible. Donc 3-4 heures dans la semaine, c'est pas grand chose. Les réseaux sociaux, ça attendra. Je perds mes mots. Jinx. J'allais dire Twink, je sais pas quoi. bon, pas de souci. En conseil, bah, c'est vrai que le oser, il est évident. Ouais, clairement, hein, faut pas jouer dans la retenue parce que peut-être vous avez passé à côté de choses importantes. Moi, comme conseil, ce que je dirais plutôt aux joueurs, c'est au niveau du roleplay, toujours aller chercher à être dans votre personnage quand vous pouvez, parce que être dans votre personnage, ça va aider les autres joueurs autour de la table à être dans leur personnage. Si vous-même vous êtes roleplay, et moi je sais que enfin moi quand j'étais joueur au début, ça a très très bien marché sur moi. Quand il y a une situation par exemple stressante et que le joueur se met à faire semblant de stresser, à être paniqué, quelque part il y a une petite réaction qui se passe en vous et du coup vous avez envie, enfin ça vous réveille, ça, enfin, voilà, ça a un effet en tout cas, c'est un effet
Donc ce que je vous conseille, c'est toujours d'être au maximum dans la peau de votre personnage comme vous pouvez le faire. Mais je pense surtout à des jeux de rôle typés horreur ou un peu, voilà, l'ambiance elle est un peu posée ou quoi. C'est toujours hyper intéressant parce que ça va casser les rythmes dans la partie et ça va vous mettre dans l'immersion de la partie. Si tous les joueurs sont roleplay, bah, vous-même, vous allez imaginer la scène avec ces personnages-là et ça va le faire, ça va bien marcher. Je dirais même, si vous êtes... J'espère que je te vole pas ton idée, Thomas, mais bon, je pense que tu as suffisamment d'idées pour qu'on n'ait pas toujours les mêmes, même si à chaque fois on est à peu près d'accord. Euh, je dirais même que si vous avez un peu de mal à être roleplay, le plus simple, si vous êtes débutant en tant que joueur, c'est de penser à un personnage qui existe et plutôt que de créer un personnage complexe, pensez à un personnage de fiction que vous connaissez, adaptez-le un petit peu à l'univers dans lequel vous allez jouer. Poussez pas trop le vice, surtout si c'est un personnage qui peut être embêtant pour les autres joueurs. Poussez pas le vice non plus, il n'est pas question d'être lourd, etc. Mais genre prendre un truc un peu cliché ou un personnage que vous connaissez déjà, ça aide. Et notamment, si un personnage il est vraiment cliché, en fait, ce qui est sympa, c'est que quand vous allez le jouer, les autres ils vont s'amuser que vous jouiez le cliché aussi, je pense. Tout dépend du cliché, il peut y avoir des clichés un peu embêtants, hein. Et du coup, si vous avez peur du jugement des autres dans le roleplay, jouer un cliché, c'est plus facile. Donc moi, c'était, je vais essayer d'aller au-delà du truc où, où j'ai dit le seul conseil que je donne, c'est de s'écouter jouer pour voir si on s'ennuie ou pas. Euh, ouais, je vais poursuivre dans les conseils de roleplay. C'est pas mal, surtout quand on est débutant, de pas oublier que c'est pas juste le jeu ou l'univers, ou comme vous tous les PJ, ou contre le groupe, ou avec le groupe. C'est aussi chaque PJ et les PJ entre eux. Donc si j'ai un conseil, c'est de roleplay entre joueurs, en fait, de roleplay entre personnages. C'est un truc qui est pas, je trouve, qui est pas évident quand on débute, sauf si on débute avec des joueurs expérimentés. Ouais, c'est vraiment essayer de réagir à ce que font les autres personnages, exprimer ce qu'on pense des autres personnages, ce qu'ils font, est-ce qu'on on a de la gratitude par rapport à un truc qu'ils ont fait, peut-être de la rancune, j'en sais rien. Aussi, demander de l'aide à d'autres personnages, voilà. Il y a un truc que je sais pas faire, je suis face à une situation: «Ah toi, est-ce que tu sais faire?» Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ouais, je trouve mettre l'accent sur le roleplay entre joueurs, c'est intéressant. Après, ça je sors du truc, conseiller aux joueurs, désolé, on se refait pas, mais ça suppose que le MJ, il laisse la place à ça aussi. Il faut pas que ce soit tout le temps dans le feu de l'action, et cetera. Il faut que, de temps en temps, les joueurs aient le temps de se parler entre eux, quoi. Ouais, je suis assez... Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de jouer en transparence, mais on va pas rouvrir le truc. Mais c'est vrai que quand on a un peu de mal à faire de l'acting, ça n'empêche pas de faire du roleplay, en fait. On n'est pas obligé de faire la voix et de faire les gestes et tout. Par exemple, on peut très bien faire du roleplay un petit peu plus comme dans un bouquin, genre, c'est-à-dire dire mon personnage, je pense qu'il est en colère, il commence à faire ça, 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 et il dit à machin sur un ton énervé, ceci, cela, machin truc. Ça peut très bien fonctionner, surtout si vous êtes plus fort finalement pour décrire ce que fait votre personnage que pour l'incarner. Et ça fait le taf. C'est pas le même effet, mais les deux ont des effets bénéfiques et des fois c'est même mieux de faire ça, je trouve. Ça marche mieux, c'est plus crédible qu'un truc mal acté parfois. Et du coup, franchement, moi je trouve que c'est pas mal de jouer en transparence, même sur les émotions de son personnage, pour que les autres puissent plus facilement s'adapter et comprendre ce qu'on essaye d'évoquer et avoir une réponse plus juste eux aussi. On va s'arrêter là et on va reprendre le débat. J'ai noté la minute à laquelle on s'arrêtait, je regarde. Donc il y a machin qui est en train d'hurler sur truc et on va faire ça en off. Du coup voilà pour cette vidéo. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous, Danza, Mr. Jinx et Thomas? Super. Ça fait plaisir de pouvoir rediscuter de jeux de rôle, vu que j'en fais pas souvent en ce moment. N'hésite pas à passer au comptoir, hein, on fait ça toute la journée. Bon, des fois c'est un peu capillotracté, un peu théorique. Ouais. Ah ouais, moi je suis là quasiment toute la journée. Moi, je suis en télétravail toute la journée, je vais passer ma vie dans votre comptoir, là. Ah, t'inquiète. Ouais, c'est ce que j'ai pris garde à ne pas faire. Oui, en termes d'efficacité, c'est le pire truc, mais bon. Ouais, bah, c'est cool si ça vous a plu. Si vous êtes encore là, je pense que oui, les débats étaient tellement animés que ça a dû la vidéo a fait un carton. Si vous êtes toujours ici, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire tous les trucs de YouTube et tout.
Aussi, à aller regarder notre site où il y a 2 guides actuellement. Bientôt, là, c'est imminent. On va faire une vidéo pour parler de notre prochain concept qui va être très intéressant, les antres, etc. Si vous voulez participer à ce genre de table ronde, il suffit de venir sur Discord, de faire des propositions. Bon, ça ne veut pas dire que votre proposition va être directement retenue parce qu'il y a quand même pas mal de propositions qui sont faites, mais en fait, il n'y a pas de barrière à l'entrée pour participer. Il faut juste avoir une webcam quand même. Et voilà, vous pourrez participer à une table ronde comme celle-ci. Sur ce, eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Et au revoir à une prochaine sur le bon MJ. Ciao.